Bien, ben, écoutez Hervé, merci d'être avec nous, hein. Et puis donc aujourd'hui, vous nous proposez pour cette deuxième intervention de comprendre comment se passe le processus d'apprentissage de la lecture et de l'écriture et quels sont les mécanismes cognitifs et psycholinguistiques qui sont mis en œuvre ou pas dans cette période. Donc je vous laisse la parole. Merci à Voilà, donc effectivement, après un petit peu dans la continuité, essayer de parler la dernière fois, j'avais évoqué plutôt les aspects sociaux ou voire anthropologiques. Là, j'aborderai les aspects plutôt cognitifs ou psycholinguistiques, même si c'est pas purement psycholinguistique ou purement cognitif, c'est toujours en lien avec le social, avec sur les questions anthropologiques sur lesquelles je reviendrai, parce que les questions d'apprentissage de la lecture, j'en parlerai aussi. Il y a des aspects vraiment très, j'allais dire, techniques, psycholinguistiques, que j'aborderai pas. J'essaierai de faire une synthèse, de dire un petit peu ce qu'il en est, parce que aller dans le détail de ces éléments-là, c'est pas forcément intéressant. Enfin, si, c'est intéressant, mais on n'a pas le temps de l'aborder. merci. Peut-être Mm. avec quelques textes là aussi de synthèse, puisqu'il y a un travail énorme qui est fait dans ce domaine-là. Donc, je vais essayer de voir un petit peu ce qui nous intéresse, non plus plutôt du point de vue des gens qui apprennent, des personnes qui apprennent, les processus, voilà, mais sans oublier le contexte sur lequel je reviendrai. C'est pas purement psycholinguistique ou purement cognitif. Ça l'est jamais de toute façon. C'est aussi ça l'intérêt. C'est pas simplement de purs esprits, de purs cerveaux qui apprennent un code pur. C'est jamais comme ça. Donc, justement, je vais essayer de commencer en prenant très large, en m'appuyant sur déjà le principe même de de l'écrit dans les systèmes d'écriture alphabétique, ce qui est le cas du français et ce qui est le cas de la très grande majorité des systèmes d'écriture dans le monde, sauf le système chinois, et en partie le système japonais. Le système chinois, ben, je ne vais pas y revenir, c'est pas le lieu, c'est par des logogrammes, c'est par l'abord des mots directement sans passer par l'oral, ce qui n'est pas le cas des systèmes d'écriture alphabétique. Donc le système d'écriture alphabétique, ce qui est le cas du français et encore une fois de la très grande majorité des langues du monde, c'est un principe qui associe l'écrit et l'oral. Voilà. Et ça, c'est indissociable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on entre dans l'écrit, on est forcément en lien avec l'oral. Et ça, je vais l'aborder d'un point de vue historique parce que c'est important, et d'un point de vue anthropologique, parce qu'on va voir les conséquences en fait de tout ça jusqu'à nos personnes, jusqu'à nos apprenants. Et notamment, on avait évoqué la semaine dernière la question de la tradition orale. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand, en fait, on entre dans le processus d'apprentissage de la lecture, ce que j'appelle l'entrée en fait en littératie, ça veut dire l'entrée dans l'univers de l'écrit. Et que cette entrée dans l'univers de l'écrit, elle se fait par tout un tas de voix qui sont pas simplement codiques. Elles le sont, bien sûr, on va voir que c'est central, mais elles sont pas simplement codiques. Donc il y a un passage qui se fait qui est lui aussi anthropologique, social, culturel, qui est pas neutre, qui est pas anodin. Et bien sûr, le passage vers le code qui lui est central. Donc quand on parle d'oral et d'écrit qui sont indissolublement ou indissociablement liés, ça veut dire que dans l'histoire des systèmes d'écriture, on est passé, je pourrais d'ailleurs, entre autres documents, vous envoyer un documentaire qui a été fait et qui est absolument génial. C'est la naissance de l'écriture. On leur dit quel rapport avec ce qu'on va faire maintenant. Ben, en fait, je le propose souvent aux étudiants d'aller le regarder. C'était en trois volets sur l'histoire de l'écriture, l'entrée dans l'écriture.
et que ce document-là nous explique comment, en fait, a été inventé les systèmes d'écriture alphabétique. Et on comprend tout du passage de l'oral à l'écrit et de la façon dont l'un et l'autre se sont liés, j'allais dire, liés pour l'éternité. En l'occurrence, c'est un petit peu le cas. Donc, c'est quoi ce principe et quelles sont les conséquences ultérieures? Ce principe, c'est qu'en fait, dans l'histoire de l'écriture, on s'est rendu compte que on est parti finalement d'une analyse de la langue, et on va voir que justement ce type d'analyse de la langue, il est toujours d'actualité. Ça veut dire que quand on apprend à lire, à écrire, on doit faire plus ou moins consciemment, on verra ça, plus ou moins consciemment une analyse de la langue. Or, ces premiers découvreurs du système alphabétique qui s'est mis en place très progressivement, ils ont compris ce lien. Ça veut dire qu'en fait, ils ont fait quoi? Ils ont fait une analyse de la langue en se disant, mais finalement, notre langue, c'était une langue sémitique de l'époque, notre langue, finalement, elle est constituée de sons, alors on va les appeler comme ça, hein, le terme savant, c'est phonème, mais voilà, elle est construite avec des sons qui sont en nombre limité. Il n'y en a pas une infinité, il y en a, ils sont en nombre limité. Alors ça dépend des langues. Je crois en français, je ne suis pas phonéticien, mais ça doit être 34, quelque chose comme ça, 34 phonèmes. Il y a des langues qui en ont un petit peu plus, il y a des langues qui en ont un petit peu moins. En tout cas, c'est en nombre limité. Et ce qui était génial dans le principe alphabétique, c'est qu'en fait, ils ont compris que avec les langues, avec ce nombre limité de phonèmes, on les combinait. C'est ce qu'on appelle la double articulation des langues, hein. C'est ce que les sciences du langage ont découvert il y a longtemps, enfin mis en évidence, parce qu'en fait tout le monde le sait, tout le monde le pratique sans le savoir, qu'avec un nombre limité de phonèmes, on les combine, un petit peu comme les Lego, 2 par 2, 3 par 3, et qu'avec ce nombre limité de phonèmes, on peut créer une infinité de mots. On peut s'amuser là, comme ça, entre nous, à se dire, tiens, avec les phonèmes du français, on va les combiner, on va s'amuser et on va combiner des mots qui n'existent pas, enfin des phonèmes entre eux, et on peut construire des milliers de mots qui n'existent pas. Donc ça veut dire que le système, il est infini. Donc le principe de l'écriture alphabétique, c'est d'avoir associé ces phonèmes aux graphèmes. Donc de la même façon qu'on peut construire des mots, construire des phrases avec un nombre limité de phonèmes en les assemblant, eh ben, on a associé ça, on a dit, eh ben, on va transcrire ces phonèmes par des graphèmes, c'est-à-dire par des signes écrits. Et donc, on pourra faire la même chose. À partir de ce moment-là, les deux, l'oral et l'écrit, sont indissociablement liés, parce qu'en fait, ce qui est l'énorme avantage des systèmes d'écriture alphabétique, c'est qu'on peut tout écrire ce qui se dit. Ça veut dire que tout ce qui se dit, tout ce qui s'entend peut s'écrire, et inversement. Tout ce qui s'écrit peut se dire. C'est-à-dire que même si on fait, par exemple, sur les tests de lecture, des pseudomots, j'allais dire blablabla, mais ça c'est presque un mot, celui-là il existe, mais balala, je dis n'importe quoi. Ben, si je vous écris balala, vous connaissez le principe des codages, on va y revenir, et vous pouvez le prononcer. Il peut avoir une existence phonique, et inversement. Tout ce qui se dit peut se transcrire. Donc on peut faire comme ça, même avec des langues qui n'existent pas. On a même inventé un alphabet, l'alphabet phonétique international, qui permet de transcrire en principe tous les phonèmes de toutes les langues du monde. Donc les deux sont liés. L'oral et l'écrit, dans les systèmes d'écriture alphabétique, je répète bien, sont liés. Ce qui n'est pas le cas du chinois, dire par exemple, pour des apprenants chinois, le système est différent, mais pour nous, les deux sont liés. Ça veut dire que, en résumé, je répète, tout ce qui se dit peut s'écrire et tout ce qui s'écrit peut se dire. Voilà. Donc à partir de là, on est dans un système où on va devoir forcément, pour entrer en lecture, on va devoir forcément passer par l'oral, apprendre ces codes de l'oral. Donc on va avoir toute une série de choses qui vont s'en suivre, notamment la conscience phonologique. C'est quelque chose de très important. Donc la conscience phonologique, c'est la conscience que des sons existent, et la perception, ça veut dire savoir les reconnaître. Et on verra que justement, avec nos apprenants en difficulté, c'est justement parfois une difficulté. Mais je vais revenir sur tout ça. En tout cas, le principe de l'écriture alphabétique, c'est que les deux sont liés. Donc, forcément, quand on apprend à lire, on va forcément passer par l'oral.
Et donc, on va inversement, quand on va écrire, par exemple, on va passer là, cette fois, de l'oral à l'écrit. Ce que je sais dire, il va falloir que je sache l'écrire. Alors maintenant, ça, c'est le principe alphabétique global. Maintenant, il y a des choses qui vont un petit peu interférer, enfin un petit peu beaucoup interférer, qui vont se greffer là-dessus, qui sont le résultat de l'histoire. C'est notamment l'orthographe. Ça veut dire qu'en français, par exemple, l'orthographe est particulièrement compliquée, mais c'est le cas aussi de l'anglais, qui est peut-être encore plus compliqué. Ça veut dire qu'en français, et ça c'est le résultat de l'histoire, hein, c'est de l'histoire sédimentée, en français, on est obligé souvent de préciser, ça s'écrit comme ça se prononce. Et si on est obligé de le préciser, c'est que ce n'est pas forcément toujours le cas. Et c'est même pas souvent le cas. Donc, il y a un passage, mais en tout cas, le lien, il est là. Il est un petit peu brouillé par l'orthographe. On a, par exemple, pour un même phonème, toute une variété de graphèmes possibles. Pour écrire un « et », on peut écrire avec AI, ET, et avec accent, etc., etc., etc. On sait comment ça fonctionne. Donc, on ne peut pas non plus prévoir forcément, quand on entend ce son, de la façon dont ça va s'écrire. Et inversement, on a des choses, par exemple le pH. Qu'est-ce qu'on sait si pH c'est comme dans éléphant ou est-ce que c'est avec un F? Donc, il y a un petit peu un brouillage. Mais le principe est là. Le principe reste le même. Alors, pourquoi l'orthographe en français est si compliquée? Pourquoi elle est si compliquée en anglais? C'est tout simplement l'histoire. C'est que le français est codifié depuis très longtemps, l'anglais aussi, il est écrit depuis très longtemps, et que depuis, il y a des choses comme des scories qui se sont greffées, qui sont restées, en fait. Il y a des choses qu'on ne prononce plus, mais qui s'écrivent toujours. Donc, par exemple, le temps, on l'écrit T-E-M-P-S. Et pourquoi on écrit temps alors que ça s'écrit, on pourrait dire temps? Bah parce que ça vient du latin tempus, et qu'à l'époque, quand on a écrit temps, T-E-M-P-S, on le prononçait comme ça, temps, ou quelque chose comme ça. Mais on ne le prononce plus comme ça, mais l'écrit est resté. Donc ça, c'est une tendance aussi à ce que l'écrit soit plus conservateur que l'oral. Donc, alors, il y a par exemple des systèmes d'écriture qui font, on va dire, un toilettage régulier, et qui se disent, voilà, qui font des réformes régulièrement, qui se disent, voilà, ça se prononce plus, on l'enlève, on l'écrit plus. En français, pour des raisons historiques, pour tout un tas de raisons, la moindre réforme de l'orthographe, ça pose des problèmes insurmontables, des débats à n'en plus finir, mais c'est aussi parce que c'est aussi l'histoire, ça. C'est aussi l'histoire, ça. Après, il y a des considérations idéologiques, etc. Mais c'est aussi parce qu'il y a une longue histoire. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, les deux sont liés. Ça veut dire que quand on va parler de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, on ne peut pas mettre de côté l'oral, c'est pas possible. Les deux sont travaillés en même temps. Par exemple, quand on va travailler la conscience phonologique, ça veut dire qu'il faut travailler sur quels sont les phonèmes qu'on entend, quels sont les sons qu'on entend, comment les repérer. Et c'est les tests de lecture qui sont passés. C'est ce travail qui est fait. Voilà. Je reparlerai des tests de lecture. Voilà. Pour le côté personnel, j'ai amené mon troisième fils hier au JDC. Donc, où ils ont passé les tests de lecture. Alors, comme j'essaye désespérément d'avoir le test, même en étant spécialiste, chercheur, machin, 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 je n'arrive pas à les avoir. On peut pas. Donc, j'en profite d'essayer de demander à mon fils ce qu'il se souvient de comment il a pu le passer, etc. Donc, on va en parler un petit peu, mais pour les JDC, donc le souvenir était frais. Donc, mais c'est ça, c'est qu'on leur fait lire, par exemple, ce qu'on appelle des pseudomots, des faux mots, et leur demander s'ils existent ou s'ils n'existent pas. Les mots se prononcent, mais ils n'ont aucun sens. Mais pour qu'ils puissent le savoir, il faut qu'ils puissent le déchiffrer. Donc il faut qu'ils puissent forcément passer par l'oral. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que il va falloir qu'on travaille les deux en même temps. On va voir de quelle façon, on va voir quels sont les processus. Voilà. Mais je voulais poser déjà cette base-là, sachant que c'est justement la base des systèmes. Alors, deuxième chose, maintenant, j'avais parlé j'allais dire la semaine dernière, c'est pas la semaine dernière, la dernière intervention, et je vous ai envoyé un texte de Goody, de Jack Goody. Je vais revenir parce que lui, Jack Goody, il est un petit peu, c'est un anthropologue, hein, un anthropologue britannique qui est mort il n'y a pas longtemps. Il est mort très très âgé, tant mieux pour lui. Il a une très très longue et très belle carrière, et que lui, il est anthropologue, mais il s'est intéressé aux effets cognitifs de l'apparition de l'écriture
dans différentes civilisations. Et ce qu'il démontre, alors, ça a été confirmé d'ailleurs, je vais y revenir parce que ce sera le troisième point sur les travaux de Dehaene, dont je vous ai aussi envoyé un petit article là, Dehaene, Kolinsky, Moraes, etc. Parce qu'en fait, ces travaux en imagerie cérébrale confirment un petit peu ce qu'avait dit Goody, parce que lui, il n'avait pas les mêmes méthodes de recherche, hein, il travaillait sur des populations africaines, il essayait de comprendre un petit peu quels étaient les effets cognitifs, c'est-à-dire cognitifs, c'est du point de vue du raisonnement, de la pensée, quels pouvaient être ces effets. Et que ces effets, étant anthropologue, on a justement, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'à la fois on est sur le côté anthropologique, social, historique, et sur les effets cognitifs. Alors, qu'est-ce qui démontre Goody? Je vous avais encore une fois l'article là, il a écrit beaucoup de choses. On va essayer de résumer parce que ça, c'est important. On verra. Je vous donnerai plein d'exemples aussi concrets où on comprend ce que dit Goody, ce que disent les autres. C'est ce que dit Goody, c'est qu'en fait, l'écriture a apporté, alors elle n'a pas apporté d'un seul coup, tout ce qu'elle a apporté, elle ne l'a pas apporté d'un seul coup, parce qu'en fait, là aussi, il faut voir le processus historique, c'est qu'à partir du moment de l'apparition de l'écriture, jusqu'au moment où tout le monde est alphabétisé, on n'y est toujours pas. Donc ça veut dire qu'il y a une très grande partie de la population dans le monde qui est dans les sociétés de tradition orale. Ça, je l'avais dit la dernière fois. Donc on n'est pas dedans, hein. On est encore, pour des gens qui arrivent en France, pour certains, pour ceux-là sont migrants, même, y compris même pour les francophones, ils sont un petit peu dans un entre-deux culturel, c'est-à-dire entre les sociétés de tradition orale, issues des traditions orales, et l'écrit. Donc ce que dit Goody, par exemple, il dit quelque chose de très important, en tout cas pour ce qui nous concerne, ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui. C'est qu'il dit en fait, ce qu'a permis l'écriture, c'est qu'elle a permis de faire apparaître la langue comme un objet. C'est-à-dire qu'en fait, elle l'a incarné, si vous voulez. Jusque-là, tant qu'on est dans l'oral, j'allais dire l'oral pur, on n'a aucune autre idée de la langue que le phonique, que ce qu'on entend. Mais ce que j'essayais de vous montrer déjà la dernière fois, et là encore, c'est que ce qui est compliqué pour nous de comprendre, même quand moi je le sais et que je travaille sur ces questions-là, ce qui est compliqué pour nous et pour vous comme formateur, c'est que nous, on est complètement imprégné par l'écrit. Ce que je vous avais dit, l'écrit au sens propre, il s'est imprimé dans notre cerveau. Donc on n'arrive plus à faire cette distinction-là, à se dire on pense l'oral avec l'écrit et on pense l'écrit avec l'oral. Pour nous, c'est fait. On le fait depuis l'âge de 3 ans, 4 ans. On apprend à lire véritablement au CP à 6 ans, mais on commence ce travail-là avant. Donc on n'arrive pas, on a du mal à comprendre comment peuvent réagir des gens qui ne sont pas encore entrés dans l'écrit. Alors pour le public qui nous intéresse, ils le sont quand même, parce qu'ils ne sont pas analphabètes, ils sont en situation d'illettrisme. Mais le passage n'est encore pas complètement fait. Donc qu'est-ce que dit Goody? Que permet l'écriture? Elle permet donc d'incarner le langage, de le faire exister autrement que par l'oral, et donc elle permet finalement une mise à distance, à la fois une mise à distance et une proximité du langage. C'est-à-dire qu'en fait, il existe graphiquement, visuellement, on le voit. Et donc, le fait qu'on le voit, ça le fait exister d'une autre façon. Donc, ça veut dire que pour celui qui entre dans le processus de lecture et d'écriture, peut-être pas les enfants, parce que les enfants, au bout d'un moment, on s'en souvient plus, on se souvient plus, ça va tellement vite et c'est tellement tôt qu'on ne se souvient plus, je crois que je vous l'avais dit aussi, on ne se souvient plus du temps où on était analphabète, mais on l'a forcément été. En revanche, ce qui est intéressant pour nous, c'est que pour nos adultes, eux s'en souviennent, parce qu'ils y sont en partie aussi dedans. Donc on a parfois du mal à comprendre comment ils peuvent réagir. Et comment ils peuvent penser ça? On se dit, mais c'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible, parce que justement, nous, on n'arrive plus à comprendre ça autrement. Donc, c'est un travail, finalement, là aussi, je vous le disais, mais je le répète souvent parce que c'est vraiment très important, c'est un travail de décentration. Essayer de comprendre ce qu'ils peuvent, eux, comprendre et comment ils le voient. Mais c'est pas l'altérité absolue. Ça aussi, c'est pas dire, voilà, ils ont un type de raisonnement, parce qu'on est dans le cognitif aujourd'hui, le raisonnement, ils sont pas dans un type de raisonnement aujourd'hui
qui est complètement alternatif, Non, ils entrent. Ça veut dire qu'en fait, ça aussi, c'est ce que montre, j'en parlerai un petit peu plus tard, ce que montrent les études sur le cerveau, sur le fonctionnement du cerveau, c'est que le fait d'entrer en lecture, d'entrer en écriture, d'entrer dans l'écrit, il modifie, c'est le texte de Moraïs et Kolinski et de Haine, qui modifie notre fonctionnement du cerveau. Donc ça veut dire que ces personnes-là, eh ben, plus ils vont entrer dans l'écrit, et plus ils vont raisonner comme nous, finalement, par rapport à l'écrit. Donc, ce n'est pas une altérité absolue, je dirais, on ne comprendra jamais. C'est qu'ils vont le faire. Donc, Goody montre, la première chose, c'est qu'il dit on va penser autrement le langage. Forcément, une fois qu'il écrit, on va le penser autrement. Deuxième, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Ce que dit Goody aussi, c'est que, et là aussi, ça a des incidences, c'est que, en fait, le langage, l'écrit, il permet d'accumuler du savoir, des connaissances, de stocker quelque part. Là où, justement, la tradition orale est fugace, vous connaissez le proverbe, hein, les paroles s'envolent, les écrits restent, bah, fondamentalement, c'est vrai. L'écrit permet d'accumuler. Et c'est un moyen mnémotechnique. Ça, c'est comme un disque dur pour nous qui permet de soulager la mémoire, parce que tant qu'on n'a pas d'écrit, eh ben, on est obligé de se souvenir, de mémoriser, 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 et ça surcharge. C'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Quand on a de l'écrit, bah, si on prend des notes, c'est justement pour pas avoir à se souvenir de tout. Donc c'est pendant que euh, si on mémorise, si on doit mémoriser, c'est ce qui se faisait hein, à l'époque, à des époques où il n'y a pas d'écrit, ils mémorisent, ils mémorisent, ils mémorisent. Donc tout le temps de cerveau nécessaire, si j'ose dire, le temps de travail nécessaire qui est consacré à la mémorisation, il n'est pas consacré à autre chose, à d'autres tâches cognitives. Donc ça, c'est un soulagement, si vous voulez, qui fait que on peut s'appuyer là-dessus. Ensuite, l'écrit, il permet aussi une mise à distance. Ça veut dire que quand on a une information écrite, c'est ce qu'on fait tous, c'est ce qu'on pratique tous sans même plus s'en rendre compte, c'est que, par exemple, si vous prenez des notes là aujourd'hui, mais il y a un petit changement justement avec les supports technologiques, c'est qu'on peut enregistrer. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc on peut revenir en fait. Donc finalement, on revient à des choses qui existaient avant, mais par l'aide de la machine. Mais si vous prenez vos notes là en ce moment, ben, qu'est-ce qu'elles vous permettent les notes? Ben, d'y retourner, tout simplement, d'y revenir. De revenir et de relire et de recommencer. C'est ce que permet l'écrit, c'est ce que permet pas l'oral. Si je fais cette intervention-là et qu'elle est ni enregistrée et que vous prenez aucune note, bah, ça va être compliqué. Hein, dire voilà, globalement, j'ai compris ce qu'il a dit, mais sur le détail, je me souviens plus bien, j'ai plus en tête exactement les chiffres, etc., etc. Donc, c'est ce que permet l'écrit. Ça veut dire un support à la mémoire et la possibilité de revenir indéfiniment. On peut lire et relire autant de fois qu'on veut, et donc ça permet une réflexion, ça permet une distance par rapport au langage, par rapport aux informations, par rapport à toute une réflexion qu'on peut avoir. Donc ça veut dire que dans l'histoire de l'humanité, l'apparition de l'écrit, de toute façon, les historiens qui ne sont pas ceux qui ne sont pas spécialistes de l'écriture, qui sont des anthropologues ou qui sont des historiens, ont montré que de toute façon, ça change tout. L'apparition de l'écriture change tout dans les rapports au savoir, dans l'accumulation des connaissances, etc., etc. Donc, ça, historiquement, les effets cognitifs, c'est essentiellement pour nous, on va le voir sur la question du langage, c'est-à-dire qu'on perçoit le langage, on va percevoir le langage autrement. Alors, je voulais une petite anecdote, mais qui m'a peut-être que vous, pour mieux comprendre cette différence d'approche là. C'est une petite anecdote que j'avais évoquée dans mon premier bouquin. Et j'en parle régulièrement parce que j'ai eu des retours. Bon, c'était qu'une anecdote. Pour moi, elle a été très significative, vous allez comprendre pourquoi, mais sur les personnes qui ont lu le bouquin, et quand je l'évoque comme ça, c'est significatif pour beaucoup de gens. Il y a des gens dernièrement en Suisse qui m'ont dit, ça a fait le déclic, j'ai compris, bah, je dis oui, moi aussi, à cette époque, cette anecdote-là, elle m'a fait comprendre plein de choses. Donc, c'est pour ça que je vous la relivre si je ne l'avais pas déjà fait. Donc, c'est là que j'ai compris comment pouvaient fonctionner ceux qui entraient en lecture. Alors là, en l'occurrence, il ne s'agissait pas d'un francophone, quoique. À l'époque, j'étais formateur.
Et donc, j'avais un groupe de personnes avec, il y avait dans le groupe des Algériens, travailleurs algériens, c'est celui-là dont je vais parler, qui est en France depuis une quinzaine d'années, une quinzaine ou une vingtaine d'années. Il y avait une Espagnole, et puis il y avait quelques autres personnes qui étaient dans un groupe d'alphabétisation, donc qui apprenaient à lire et à écrire. Et donc cela n'était pas francophone, même si le travailleur algérien dont on parle, il parlait français avec son petit accent, mais il n'y avait aucun problème d'intercompréhension, il parlait français. Voilà. Et à un moment, dans la séance, j'écris, je parle, je ne sais plus pourquoi, je parle de l'école. Et donc, le réflexe qu'a tout enseignant, je parle de l'école et j'écris l'école au tableau. L apostrophe école. Et puis donc cet apprenant algérien qui se lève et qui me demande, alors je vous le fais, c'est pas pour la rigolade ou pour la caricature, je vous le fais avec l'accent, le petit accent qu'il avait parce que c'est important. Donc n'allez pas y croire que il se lève, enfin oui il se lève. Enfin non, d'abord il me dit, mais comment ça s'écrit, l'Icali? Je dis l'Icali. Et là, tout le monde se regarde, l'Icali, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, je dis, comment ça, l'Icali? J'avais écrit l'école, hein, pour souvenir. Bah, l'Icali, c'est là qu'il se lève, il me dit, tu vois la table, effectivement, elle bougeait. Tu vois la table, elle bouge. J'y mets un truc en dessous et l'Icali. Ah, je dis d'accord. Et tout le monde rigole, dit, ah, et l'Icali. Oui, l'Icali, quoi. Ah, ok. Donc lui, ça nous avait fait rigoler sur le moment, mais après, ça m'a fait réfléchir parce que à l'époque, je faisais ma thèse, donc forcément un petit peu sur le sujet, je me suis dit, mais comment il a pu comprendre ça? Donc la première réaction, c'est comment il a pu faire le rapport entre l'école et l'Icali et l'Icali. Je voyais pas. Mais en fait, c'est justement parce que je voyais pas que j'avais pas compris le truc. Mais il y avait un rapport, forcément, il y avait un rapport. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, il s'est passé que lui, étant un alphabète, n'avait il savait parler français avec, comme je vous le fais là, comme ça, un petit peu, c'est pas une caricature, hein, c'était comme ça. Lui, ce qu'il avait entendu, l'ICALI, l'école, c'était la même chose, pratiquement la même chose, avec le petit bémol qui ne concerne pas tout à fait notre public, c'est le système vocalique de l'arabe dialectal, ou lui, de toute façon, il parlait que l'arabe dialectal algérien, mais peu importe, c'était le même. Le système vocalique, il y a peu de voyelles. C'est-à-dire qu'en fait, ils confondent le U, le I, le E, c'est quasiment la même chose. Donc, ils ne distinguent pas ces voyelles-là. Donc, pour lui, quand il a entendu l'école, bah, c'est la même chose que l'autre. Moi, pourquoi j'ai pas compris? C'est parce que j'avais en tête et les calés. J'avais en tête ce qui était écrit. Je dis, comment c'est possible? Ben si, c'est possible, parce que lui, il n'a pas en tête cette version écrite. Il a que la version orale. Donc, il a fait le rapprochement. Donc, je me suis dit, OK, donc ça veut dire que pour que lui, il puisse avoir autre chose en tête que les... Donc, je me suis dit intuitivement, parce qu'il a fallu longtemps avant que je lise, je comprenne tout ça. C'est qu'en fait, lui, le passage vers l'écrit, il était en train de se faire. Mais plus il allait se faire, alors avec lui, je ne l'ai pas suivi long, hein, j'ai suivi 6 mois dans ce stage-là, mais pour d'autres, plus ils vont rentrer dans le système de l'écrit, plus ils auront en tête non plus une vision, enfin une version phonique, une version acoustique, si vous voulez, de la langue, mais plus ils auront une vision, une vision écrite, parce que là, ils la verront. Et donc, moins ils ont de chances de faire ce type d'amalgame. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, pour le coup, ben, l'écrit, il fait apparaître des choses qui n'apparaissent forcément pas à l'oral. Parce que lui, il n'a que ça en tête. Il ne peut avoir que ça en tête, que ça comme référence. Moi, je ne l'avais pas. Et nous, on ne l'a pas. On a forcément quelque chose qui s'imprime dans notre cerveau, au sens presque propre du terme, hein, qui s'imprime dans notre cerveau et qui est l'écrit. Donc voilà un petit peu le principe de Goody. Goody, il a dit d'autres choses, c'est pour ça que je vous ai laissé le texte, on ne pourra pas faire tout le tour de ce qu'il a dit. Troisième point, c'est justement, parce que je vous avais envoyé le texte, je vous en avais parlé la dernière fois, et pour revenir là-dessus, les travaux de Haine, Moraïs, Kolinsky, etc., etc.
Donc là aussi, je vais essayer j'en avais parlé, mais je reviens dessus. C'est un peu le lissage, le tuilage, parce que c'est important. Qu'est-ce qui démontre ces travaux? Eux, ils démontrent par l'imagerie cérébrale. Là, c'est du très concret. Ils regardent, hein, parce que c'est l'imagerie cérébrale. Comment fonctionne le cerveau? À quel moment et quelle partie du cerveau s'active quand on lit? À quel moment et quelle partie du cerveau s'active quand on parle? Et donc, ils sont capables de voir quelles sont les relations entre les deux. Et donc, eux confirment que déjà l'oral et l'écrit sont bien liés. Ça, c'est clair. Ça veut dire que quand on lit, quand quelqu'un lit, donc celui qui sait lire, ils s'aperçoivent que la partie du cerveau qui est consacrée à l'oral s'active en même temps. Ça veut dire que quand on lit, ou quand on écrit, mais quand on lit, la partie du cerveau qui est consacrée à l'oral s'active en même temps. Donc les deux jouent là-dessus. Ils se sont rendus compte aussi, ça nous intéresse, que les, les apprenants, c'est surtout Moraïs qui l'a montré, bien avant de N, mais de toute façon ils travaillent ensemble après, il montre justement que le fonctionnement du cerveau, et c'était ça le type de l'article, va changer en fonction une fois qu'on entre dans l'écrit. Donc, ce changement, il se produit tout simplement, c'est aussi ce que montrent ces travaux, c'est que ces changements, ils se produisent avec l'entrée en lecture, avec l'entrée dans l'écrit, ils se produisent progressivement, mais ils se produisent. Donc, sur ces questions de fonctionnement du cerveau, ce qu'on sait aussi, c'est que, et ça c'était une découverte de Moraïs, José Moraïs, qui a travaillé après avec eux, c'est qu'il s'est rendu compte très tôt, dans les années 80, il s'est rendu compte en travaillant avec des apprenants analphabètes lusophones portugais, et eux étaient en situation d'illettrisme parce qu'ils apprenaient, c'était des lusophones qui apprenaient à lire le portugais. Donc c'est l'équivalent de notre situation des publics illettrés francophones aujourd'hui en France chez nous. Et il s'est rendu compte qu'en fait, plus ils avaient, enfin, plus ils étaient en difficulté à l'écrit, plus ils avaient du mal à distinguer les phonèmes. Ça veut dire qu'en fait, c'était les phonèmes les plus compliqués à repérer pour eux, c'était le premier et le dernier. C'est-à-dire, bon, après, je vous passe les détails de la façon dont ils les appellent, mais comment ils les distinguent? Ils leur demandaient, voilà, des mots qu'ils prononçaient, qu'ils connaissaient, hein, c'était leur langue, le portugais. Ils leur demandaient de segmenter et de découper les mots. Alors, il y avait une expérience qui avait été faite, hein. Là aussi, je vous passe les détails, mais de segmenter les mots et de séparer les phonèmes, de dire de quel phonème est constitué ce mot. Donc nous, on va le savoir facilement parce qu'on l'a vu par écrit. Donc en fait, le fait de savoir écrire, on associe le graphème avec le phonème, on se dit forcément, s'il y a une lettre, il y a forcément un phonème différent. Mais comme eux ne le savent pas, ils ont du mal à distinguer les phonèmes. Donc c'est ce qu'on appelle la conscience phonologique. En revanche, et ça c'est toutes les autres études par la suite le confirment, et c'est là-dessus, je vous en parlerai peut-être un petit peu sur la fin, mais ça sera l'occasion sur une autre intervention sur on a plein de projets en cours, notamment un projet qui s'appelle Tapaléa, hein, vous connaissez Christine, hein, Ouais, là-dessus. ouais, Voilà, eh ben, c'est basé là-dessus. Voilà, tout ce que d'accord, je vous dis là, on fait du concret et on se dit voilà, mais je reparlerai plus tard parce que d'accord, faut parfait. pas que je me disperse de trop. Mm. Donc je en parlerai plus tard, des incidences concrètes, pratiques, parce que Mhm. c'est bien beau de dire tout ça, mais après, on agit là-dessus. Donc, ce que montrent ces travaux, c'est qu'en fait, s'ils ont du mal, les analphabètes, à segmenter, à retrouver, à individuer, c'est le terme voilà, que je ne voulais pas utiliser pour ne pas faire trop, mais c'est comme ça, à individuer des phonèmes. En revanche, c'est ce que montrent toutes les autres études, ceux qui apprennent à lire, à écrire, y compris les enfants, n'ont pas de difficulté pour repérer les syllabes. Mm. Et donc, pourquoi la syllabe? Parce qu'elle l'associe et parce que voilà, ils en ont une perception beaucoup plus claire. Donc, ça va avoir aussi des incidences, j'en parlerai un petit peu aujourd'hui, mais encore une fois plus sur de quelle façon on apprend, quelle piste didactique, comment Ouais. on va essayer d'avancer là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'écrit, la connaissance de l'écrit, elle a forcément un impact majeur sur la perception de l'oral.
Et Ok. donc, voilà, ça c'est clair. Donc ça veut dire que Justement, Hervé, moi j'ai une petite question. Du coup, c'est est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'on utilise souvent dans la formation, c'est le photolangage. le, Le photolangage. bah, le, C'est un le, lien, le- mais beaucoup plus loin peut-être. le photolangage, de ce que j'en sais, enfin, de ce que j'en sais, de ce que j'ai vu, c'est-à-dire Hmm. d'associer un mot avec une image. Oui. Oui, Ben bah, voilà, voilà. C'est en fait une photo fait parler et donc, enfin, j'ai l'impression que justement cette photo fait réagir le cerveau et parfois, donc, oui. enfin, du coup, moi, j'ai un rappel avec quand j'ai appris à lire et à écrire, effectivement, je me souviens des syllabes associées à une photo. Ah oui, la syllabe, ok. Oui, une Bah, syllabe associée à une voilà. photo, donc ça me fait penser un peu au photolangage, évidemment. Donc, Oui, 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 mais si on associe, après on peut revenir sur les détails, oui. enfin Hmm, sur là-dessus, mais si on associe un mot à une photo, là on n'est pas, c'est pas inutile, hein, c'est pas ça la hmm, question, mais ça dépend du public, ça dépend des objectifs qu'on a. Si on d'accord, est par exemple un mot, une photo avec des migrants, voilà, bah, c'est plus facile de comprendre le mot quand on voit la photo, ça on l'associe d'accord. sans problème. Après, pour aller sur la question de la conscience phonologique ou conscience phonémique, là, c'est moins évident parce qu'en en fait, quand on voit une photo de quelque chose, si je sais pas, on voit une photo d'un ballon, ben, on voit une photo d'un ballon, on peut dire balle, on peut dire ballon. Hmm, Ou on peut d'accord. dire autre chose. Donc, Ok. on Ah ouais, je n'associe pas comprends. forcément. Après, D'accord. le fait de développer la conscience phonologique en associant des syllabes ou des phonèmes à des images, oui, pourquoi pas. Hmm, C'est un petit peu le principe, c'était pas des images, mais c'est un petit peu le principe. Vous connaissez la méthode d'apprentissage par les couleurs, la méthode dite Gattegno. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça a été à la mode un temps. Ils associaient, en fait, ils apprenaient, enfin, ils avaient une méthode d'apprentissage qui existe toujours, hein, mais c'est assez, ils sont très rigides là-dessus, enfin, ils sont formés, c'est presque une secte. Euh, ils associent en fait des phonèmes à des couleurs. C'est-à-dire que les mots sont écrits de différentes couleurs. Donc, ils vont dire tout ce qui se prononce te, parce que c'est pas t, c'est te, eh ben, ça sera écrit, je sais pas moi, en rouge. Tout ce tout ce qui va se prononcer i, eh ben, s'écrira en vert, voilà. Et donc, d'accord. l'apprentissage de lecture va associer une couleur à un Hmm, phonème. Oui, pourquoi mhm, pas? mhm. Alors c'est D'accord. assez rigide, c'est assez, mais le principe, on va y revenir. Il y a eu une époque où, là aussi, je vais revenir peut-être Hmm, le parcours parce que c'est pas toujours. Il y a aussi des considérations un petit peu idéologiques ou des choses qui ont été dites à un moment où on a un peu mis de côté toute une série de méthodes parce qu'on disait c'était archaïque, c'était. Et puis finalement, on s'est rendu compte que bon, la, la- la façon de les présenter, l'objectif, c'était quand même assez rigide et assez archaïque, mais sur le fond, finalement, c'était ces méthodes-là qui étaient les plus efficaces. Pour la méthode d'apprentissage des couleurs, ça repose sur ce principe-là, finalement. Donc, d'accord. ils associent les deux. Alors, par exemple, pour la méthode d'apprentissage par les couleurs, ça peut être intéressant justement pour des francophones qui apprennent à lire le français ou des lusophones qui apprennent le portugais. Mais par contre, pour des migrants, c'est pas parce que eux, c'est pas leur langue. Enfin, je reviendrai Hmm, là-dessus. d'accord. Ok. Merci. Ah, peut-être avant que vous continuiez, il y a donc une question. C'est Sarah qui pose la question de savoir une syllabe représente un phonème. Au moins deux. Très bien. La syllabe, c'est l'articulation de deux phonèmes. D'accord. Parfait. Et puis donc on a Colette avec les enfants, comptine, jeu et virlangue pour préparer à l'écrit. Donc je suppose que c'était un commentaire. Et Delphine Sorel, en maternelle, il y a la dictée muette, une image, les lettres du mot à reconstituer avec en grisé les lettres muettes pour commencer l'encodage. Oui, bah, en fait, après, tout est possible.
C'est pour ça que on avait même utilisé, dont j'en reparlerai, Tapalia, avec là on utilise le Mhm. traitement automatique de la parole, dans un sens du texte vers la parole, de la parole vers le texte. Tout est possible. Après, faut voir quel est l'objectif. Sur la forme, à la limite, c'est libre. Après, c'est sur le fond. C'est voir si ça peut correspondre Mm. à un besoin. Après, moi, j'ai pas de, on essaye de trouver des méthodes un petit peu différentes. Parce que si on s'en tient aux strictes Oui. consciences phonologiques, que ce soit pour les enfants et à plus forte raison pour des adultes, c'est vraiment très austère, c'est très Mm. compliqué. Il y a par exemple Moraïs, Kolinsky, ou oui, Moraïs, Kolinsky, qui sont vraiment. J'avais lu un livre de Moraïs sur son analyse de l'état des lieux. Il n'y a rien à dire, hein. De toute façon, c'est même pas ma partie. Enfin, moi, je lis et il a fait vraiment un travail énorme. Mais par contre, quand il se place dans la partie didactique que j'ai lue, là, c'est plus sa partie, c'est la mienne. Je dis, Mm. bah, allez faire ça avec des adultes et tenez 2 heures et après ils s'en vont, quoi, hein. Ils s'en vont en courant, D'accord. hein. Parce que Mhm. lui, il veut vraiment travailler sur la découverte du phonème, sur le phonème, le phonème, le phonème. Il faut absolument travailler là-dessus, il faut absolument le reconnaître. Mais c'est un travail où on se dit, on va Oui, puis avoir vraiment. et pas Voilà, forcément donc, approprié à bah l'adulte, oui, hein, en fait. voilà, voilà, Mm. voilà. Et puis, Mhm. il faut considérer que, voilà, c'est pas, ils sont pas captifs. Mais même les enfants, hein, Mhm. on connaît les enfants pour les tenir, voilà. Donc, on peut inventer toutes les. Il n'y a pas de souci, moi. Mais après, il faut que ça puisse reposer. Il faut que ça repose sur quelque chose qui a un sens, qui a un sens dans l'apprentissage. Et voilà. Euh, Très Pas que ça bien, merci. contredise. Voilà. Après, on peut Merci. revoir dans le détail, parce que sur ces virlangues ou sur ces jeux, faudrait que je vois. Je dis, oui. Après, il y a des choses aussi qu'il faut considérer. Soit on a une démarche, là j'y reviendrai un peu plus tard, soit c'est la démarche de fond, quelle est la méthode qu'on utilise, et ça, faut pas se tromper. Soit après, eh ben, c'est des choses qui sont jamais inutiles, pour se dire, eh ben, je fais un petit exercice là-dessus, je fais un petit quelque chose là-dessus, ça peut aider, voilà. Ça, il y a pas de souci. Ça peut aussi ne pas être forcément très efficace, mais c'est pas non plus inefficace ou contre-productif, donc pourquoi pas? Voilà. Après, il faut laisser ouvert. Mais après, il y a des choses qui sont employées systématiquement et qui sont contre-productives. Mhm. Euh, mais ça, je pense que c'est plutôt sur le côté avec des migrants. Mais c'est pas notre sujet Oui, là. Mais j'en parlerai quand même parce que ça éclaire l'autre oui, côté. bien sûr. Bien sûr. Voilà. Très bien. Et puis, donc, moi, juste avant que vous continuiez, donc, Isabelle Rabi nous dit, mon fils n'a pas pu apprendre à lire en CP à l'école avec la méthode globale. Donc, je suis passée par la méthode syllabique, hein, donc manuelle pour enfants dyslexiques, Léo et Léa. Il faisait semblant de lire à 6 ans à partir des images. Bah oui, Ouais, évidemment. bah, je vais y arriver d'ici 2 ou 3 points là pour dire D'accord. que OK. oui, là-dessus, sur les querelles des méthodes et sur les méthodes, le débat il a été tranché, Mm. clair, net et précis en faveur des approches Bah, syllabiques parce que l'autre, bah, ça oui. marche pas quoi. Ouais. Ça marche pas D'accord. et c'est scientifiquement prouvé. Je vais y revenir, mais j'y arrive tout doucement pour justement D'accord. arriver à ça. Dire Parfait. voilà, c'est ça que je vous ai expliqué Mm. sur la méthode. Mm. De dire faut pas se tromper. On peut utiliser toutes les façons, des trucs plus sympas, voilà, mais il faut que ça rentre à peu près dans le cadre d'une méthode cohérente. Et voilà, je vais y arriver. D'accord. Et puis donc le dernier point, c'est Natalia qui dit donc nous donc au Greta Nord-Franche-Comté, nous avons parfois les apprenants peu de temps, donc la méthode globale ne serait-elle pas plus efficace avec des mots très courants? Ça peut, ça dépendra des apprenants, s'ils sont francophones ou pas francophones. Ok. Si Mais oui, là aussi, je vais y arriver. Mais c'est bien que les questions, ça anticipe, c'est ça. D'accord. J'y arrive progressivement, justement, pour Parfait. donner les bases. Mais oui, oui, ça peut. C'est-à-dire qu'il faut pas être rigide non plus dans l'autre sens. Mm, Si clairement cette démarche-là, elle est absolument nécessaire, mm. rien n'interdit aussi, mais faut pas que ça soit la démarche principale. Enfin, je vais y arriver. D'accord. Allez, on vous Je vais y laisse arriver. Je vais répondre à ces poursuivre. questions-là. J'y arrive, justement. Parfait. Merci.
Alors, donc, sur les travaux de Haine, Moraïs, etc., je passe un peu parce que je vous ai envoyé ce texte-là. Bon, c'est quand même un travail de spécialiste, mais si vous avez des questions à propos de ce texte-là, vous pouvez me les envoyer, ou voilà, s'il y a des choses. Mais ça me paraissait, celui-là, il était assez abordable finalement, et on comprenait assez bien ce qui se passait. Donc, tout ça pour arriver progressivement, justement, à ben, quelle méthode, quelle approche. Alors, avant d'y arriver, je ne dis pas que je ménage le suspense, mais il faut que je pose les bases avant. Euh, euh, on sait donc avec Goody, avec ces travaux-là, euh, que le fait que l'écrit, l'écrit, c'est déjà, le simple fait d'écrire, c'est déjà une analyse de la langue. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, c'est déjà une analyse de la langue. Je vais vous expliquer pourquoi. Et le fait d'apprendre à lire et d'apprendre à écrire, eh ben, inconsciemment, enfin, c'est même pas inconsciemment, on sait presque consciemment. Et quand on fait de la grammaire, tout ça, là, ça allait consciemment, mais c'est pas forcément conseillé. Mais quand on apprend à lire, à écrire, quand on lit, quand on écrit, on fait forcément une analyse de la langue. Alors, je vais te donner un truc parce que ça aussi, il faut voir avec l'histoire, avec l'anthropologie, avec tout ça. On ne peut pas dissocier complètement le cognitif du reste. Dire par exemple que historiquement, oui, la façon d'écrire, ça n'a pas été. Là, aujourd'hui, on écrit, on fait des phrases et on fait des mots. Bon, on se dit, OK, oui, j'ai bien fait de venir ce matin, j'ai rien appris, ça je le savais déjà. Mais le fait de faire des phrases avec des mots, eh ben, les mots, c'est quoi? Eh ben, les mots, c'est quelque chose qui est justement, vous repensez à l'Icali, eh ben voilà. Lui, son mot, il ne sait pas ce que c'est qu'un mot, tout simplement. Et comment on sait ce que c'est qu'un mot? Bah, parce qu'on l'a vu écrit. Et comment on sait ce que c'est qu'un mot et parce qu'on l'a vu écrit? Parce qu'il est séparé des autres. Et ça change tout. Pour nous, le mot, bah, qu'est-ce que c'est qu'un mot? Bah, c'est un mot, quoi. Ça paraît tellement évident qu'on réfléchit même plus au fait que si c'est de l'oral, par rapport à la représentation que peuvent en avoir, et même j'analyserai aussi sur la fin, vous verrez des productions écrites d'adultes francophones. Vous verrez que, en fait, ils ne séparent pas. Parce qu'ils n'ont pas la conscience. À l'oral, ça ne se sépare pas. Si les mots à l'oral étaient des mots comme à l'écrit, eh ben, je parlerais comme ça, ce qui n'est pas le cas. Donc ça veut dire que à l'oral, bah, tout est attaché. Tout est attaché. Et donc, quand il faut passer de l'oral à l'écrit, eh ben, il faut les séparer les mots. Sauf qu'on les sépare comment? S'il me dit l'Icali, ça a du sens pour lui, hein. Tant qu'on est dans une conversation orale et qu'il me dit bah, la table là, elle est bancale, il faut mettre un truc en dessous pour l'Icali, bah, j'ai parfaitement compris. Je ne me pose pas la question de savoir si c'est le mot, si c'est pas le mot. Pour moi, il s'est fait comprendre. Or, quand il passe à l'écrit, là, c'est une toute autre affaire. Parce que là, c'est plus les mêmes, c'est séparé, c'est plus les mêmes mots. Voilà. Donc, ce travail, l'écrit, c'est déjà une analyse de la langue. Alors, historiquement, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, là aussi, il n'y a rien d'évident. C'est que si on prend le temps long de l'histoire, l'écriture apparaît vers moins 3300, et pendant toute l'Antiquité, alors pour les Mésopotamiens, c'est déjà ça, mais pour les Romains et les Grecs, en fait, ils ont un système d'écriture qui est ce qu'on appelle la scriptio continua. Ça veut dire qu'en latin, ça veut tout simplement dire il n'y a pas de séparation entre les mots. Les latins ne séparent pas les mots. Ils les séparent pas. Et pourquoi ils les séparent pas? Bah parce qu'en fait, quand ils lisent à haute voix. Donc, ce qui correspond directement à l'oral, eh ben, c'est l'écrit en continu, parce qu'on ne sépare pas les mots. On fait des pauses, mais on fait des pauses qui n'ont rien à voir avec celles de l'écrit. Donc en fait, l'écriture, j'allais dire naturelle, celle qui ressemble le plus à l'oral, bah, c'est l'écriture continue. C'est seulement à partir, alors bon, après les historiens sont pas, parce que c'est difficile d'avoir des sources et des traces de ça, mais c'est vers le 4e, 5e siècle, donc de notre ère, hein, en Europe, que un peu avant, il y a certains Grecs, certains Romains qui lisent à voix basse. Pour les autres, le mode de lecture, c'est la lecture à haute voix. Il y a par exemple, il y avait j'ai lu il n'y a pas longtemps, que parmi les traits de génie qui étaient considérés comme les traits de génie, bah, c'est pas faux, d'Alexandre le Grand, eh ben, lui, il lisait à voix basse. Et les autres étaient impressionnés parce que pour comprendre ce qu'on lit, il fallait le lire à voix haute ou au moins subvocaliser. Il fallait, quand on lisait, il fallait qu'ils s'entendent lire.
Sinon, ils avaient du mal à avoir du sens. Lui, il arrivait à lire comme ça, sans subvocaliser. Donc, vers le 4e, 5e siècle, on a commencé à lire à voix basse, aussi pour des questions de confidentialité, etc., etc. Et donc, pour lire à voix basse, eh ben, il a fallu commencer à séparer les mots. Donc, c'est seulement vers le 4e, 5e siècle qu'on a commencé à séparer les mots. Mais pour séparer les mots, ben, il faut en faire l'analyse. Pourquoi on sépare là et pas là? Pourquoi on se dit j'ai faim? Pourquoi on met J apostrophe, qu'on sépare le J du AI et faim? Et pourquoi on ne met pas G, JE, vous verrez, on va le retrouver, et faim de l'autre côté? Ou alors associé autrement, J d'un côté et faim. Comment on se dit? Bah, nous, on se dit, bah, c'est évident. Bah, c'est évident de quoi? Je pose la question aux étudiants souvent, je leur dis, bah, c'est évident, hein. Bah, c'est évident de quoi? Dites-moi pourquoi c'est évident. Et la réponse, c'est bah parce que J, c'est un pronom personnel, là, c'est un auxiliaire. Bah ouais, bah vous faites une analyse grammaticale, là, pour le savoir. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Si vous faites la même chose, si vous écoutez du turc ou de l'arabe, peut-être une langue, ou pour certains, ou je sais pas, ou n'importe quelle autre langue que personne ne parle ici, vous pourrez entendre certains sons. OK, on dit maintenant écrivez-le, transcrivez-le. Bah, comment vous faites à savoir séparer les mots? On ne peut pas le savoir, ça. On ne peut pas le savoir. Donc, ça veut dire que l'écriture, c'est déjà une analyse et qu'il n'y a rien de naturel, rien d'évident à ce qu'un mot soit un mot. D'ailleurs, il y a un truc qui est symptomatique, c'est que dans les sociétés de tradition orale, on pourrait faire le tour de toutes les, mais de très nombreuses sociétés orales n'ont pas de mot pour le mot. Ça n'existe pas. Ils n'ont pas de mot pour dire le mot. Donc pour eux, ça n'existe pas le mot. C'est la parole. C'est la parole. D'ailleurs, une langue qui est vraiment très proche, que je connais bien, qui est l'italien, eh ben, le mot pour le mot, c'est parola. Ça veut dire comme la parole. Parole et mot, c'est la même chose. Oui, on n'est pas si loin, on n'est pas dans les contrées exotiques, hein, donc, il n'y a pas de mot pour le mot. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. Le mot commence à exister à partir du moment où on l'a écrit et on l'a séparé des autres. Vous voyez donc ça veut dire que dans la conscience de ceux qui apprennent à lire, bah, le mot, c'est tout sauf une évidence. Alors, encore moins le phonème, hein. Ça c'est clair, mais c'est tout sauf une évidence. Donc après, on continue comme ça, et on voit que tout ce qui nous... C'est pour ça que je vous dis depuis le début, la question, c'est de la décentration. C'est si le mot, c'est pas une évidence, alors que pour nous, dire, bah, c'est pourtant simple, la base, c'est le mot, quoi. Voilà. Eh ben non, la base, c'est pas du tout le mot pour eux, en tout cas. Pour nous, oui, pour l'écrit, c'est clairement le mot, hein. Ça, je ne remets pas en cause. Mais pour eux, pas du tout. Parce qu'il faut qu'ils passent de l'oral à l'écrit. Ce qui est encore moins une évidence, c'est le découpage des sons, on va le voir. Là, il faut les sortir, hein. Alors pareil, faites le test avec une langue que vous ne parlez pas et dire, voilà, on vous dit un mot. J'avais une collègue là, d'origine indienne, tiens, on rigolait avec ça hier. Elle nous disait des mots en Gujarati. C'est pas l'hindi, c'est en Gujarati. Bah, allez percevoir, vous entendez vaguement des trucs, des bouts, des voyelles, mais alors pour dire, bah voilà, transcris-le, on était incapable de le faire. On l'a compris globalement. En fait, elle a rigolé parce qu'elle dit que c'était même pas un mot, c'était un bout de phrase, carrément. Donc, on s'est dit, nous, on n'avait pas perçu, on ne peut pas le faire. On peut pas, il faut le voir écrit. Donc, tout ce qui concerne les mots qui sont séparés par des espaces, et ça, c'est du graphique, ça, c'est de l'écrit. À plus forte raison, tout ce qui va arriver après. Là où on a le plus de mal, sans doute que de toute façon vous le voyez, avec nos apprenants en difficulté, vous verrez sur les textes, sur la dernière intervention que j'analyserai, quelque chose qui n'existe absolument pas. Alors là, ça n'a aucun intérêt, c'est la ponctuation. Et la ponctuation, c'est vraiment un codage du discours. Alors là, pour eux, ça n'existe pas. De temps en temps, il y a des points, on se demande pourquoi ils les mettent, mais ça n'a aucun intérêt, puisque là, pour le coup, la ponctuation, c'est une scansion, une organisation du texte écrit qui est très spécifique à l'écrit, mais qui n'a rien à voir avec l'oral. Rien à voir du tout. Les pauses que je fais à l'oral, qu'on fait à l'oral, ne sont pas du tout celles qu'on ferait à l'écrit. L'organisation syntaxique est complètement différente, voilà. Et on sait aussi que justement, si c'est ça la contradiction depuis le début, c'est que en fait l'écrit et l'oral sont, je vais dire un mot savant, mais consubstantiellement liés,
l'écrit transcrit de l'oral, ça c'est une certitude, et qui sont complètement liés, mais en même temps ils sont complètement différents. C'est ça la contradiction. Ils sont complètement différents par l'orthographe, ils sont complètement différents par l'organisation, mais ils sont inséparables. Ils sont inséparables. Donc c'est compliqué. Nos publics vont entrer dans l'écrit en s'appuyant sur l'oral. C'est nécessaire, mais c'est compliqué parce que la vision, enfin la représentation qu'ils ont de la langue passe par l'oral. Donc il faut passer de l'un à l'autre, tout en disant c'est lié, mais tout en disant c'est pas la même chose. Vous voyez la complexité, hein. Quand on arrive sur les questions de ponctuation, dire voilà, j'avais rencontré souvent de toute façon des formateurs qui parlaient, ils disent mais d'abord il faut qu'ils apprennent à faire des phrases et à mettre la ponctuation. Et je dis ça, c'est ce qui arrive à la fin. C'est impossible. Faites le test d'ailleurs, vous. J'ai déjà fait, hein, on peut le faire, à des tests à des gens qui savent lire et écrire sans problème. Vous prenez un texte, vous enlevez toutes les majuscules, vous enlevez tous les points, toutes les virgules, sans aucune ponctuation, y compris les majuscules, hein. Elle dit maintenant ponctuez-moi ce texte-là. Bah, vous verrez. Faites le test et vous verrez, il n'y en a pas un qui le ponctue de la même façon. Et que on sait aussi qu'en fonction de la ponctuation, en fonction de la pause, le sens n'est pas le même. Donc, ça veut dire qu'on s'imagine, nous, des choses qui relèvent de l'évidence. Les mots, bah évidemment, les mots, bah non, pas du tout. Les sons, les phonèmes, bah pas du tout. Les espacements, les phrases, la ponctuation, tout ça, c'est entré dans l'écrit, c'est un codage en fait. Donc, il faut y aller progressivement. Alors, une fois qu'on a dit ça, je regarde l'heure. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, ça va, je suis à peu près dans les temps. Une fois qu'on a dit ça, on se dit, on n'a pas tout dit, hein, j'essaye de résumer en 1 heure. Il y a beaucoup de choses, mais une fois qu'on a dit ça, c'est dit, bah, justement, la question, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la question, c'est de savoir justement sur les méthodes. Alors, sur les méthodes, c'était dit, il y a 2 choses. En fait, c'est pour ça que je voulais distinguer, et c'est des choses, deux aspects qui ont été confondus pendant un certain temps. Je dire combien, je ne vais pas refaire l'histoire de la querelle des méthodes, mais de toute façon, la querelle, ce qui est sûr, c'est que la querelle des méthodes, par exemple, en lecture, elle date de moins du XVIIIe siècle. Et, les historiens ont retrouvé des traces de débats entre des gens qui disent non, non, il faut apprendre à lire comme ça, et puis d'autres qu'il faut apprendre à lire autrement. Donc, c'est pas sans fin, mais c'est depuis très longtemps. La différence avec aujourd'hui, c'est que maintenant, on a tout un tas de moyens scientifiques de savoir ce qui se passe vraiment. Parce que jusque-là, c'était un petit peu comme ça, l'appréciation. Et on va voir aussi qu'il y a des aspects qui sont idéologiques, qui ont parasité complètement ce débat-là. C'est-à-dire, celui qui choisit, et je ne vais pas caricaturer, hein, vous verrez, c'est qui choisit telle méthode est de droite, qui choisit cette méthode est un progressiste et est de gauche. Voilà. Et ça marchait comme ça, hein. Je vous montrerai, il y a 2 auteurs, dont Moraïs et Terrail, par exemple, qui ont dû, enfin, qui l'expliquent et qui montrent bien que il y a, mais bon, c'est pas nouveau, hein, il y a des interférences comme ça, sauf que maintenant, donc sur cette querelle des méthodes, en gros, c'était ça. Donc la querelle des méthodes, elle a ressurgi, pour ça je dis elle existe depuis très longtemps, elle a ressurgi à peu près dans les années 60-70, elle a ressurgi parce que jusque-là, admettons qu'on prenne comme point de départ le système d'enseignement laïque, gratuit et obligatoire de la Troisième République en France, donc les années 1880. C'était quoi C'était les méthodes dites analytiques, syllabiques, enfin comme vous voulez, le b.a.-ba, voilà. On emploiera d'autres termes parce que j'essaye de. C'est des mots un petit peu valises, ça. Voilà, c'était la méthode dite traditionnelle. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, il y avait un manuel ultra célèbre, la méthode Bocher, qui date des années 1900. Et alors que certains ont cru intelligent de rééditer, alors il y a toutes des, je dis bah ça c'est mieux avant, ça c'était la vraie apprentissage. Bon, alors sur le fond oui, mais enfin sur la forme au secours, hein, vous voyez, moi j'ai vu, hein, des gens qui utilisaient la méthode Bocher avec des adultes. Je dis, oui oui, mais les réédités, oui d'accord, mais enfin elles datent de 1900 quand même quoi, hein. Donc, bon, après, c'est justement là-dessus. Sur le fond, oui, c'est la bonne méthode. En grosso modo, c'est le bon. Mais alors, sur la forme, mais sur l'esprit, sur tout ça, voilà. Donc, sur cette querelle des méthodes qui ressurgit
encore une fois, je vous répète, parce qu'elle a toujours surgi, ressurgi, désurgi, enfin tout ce que vous voulez, dans les années 60-70, dans ce mouvement un petit peu de remise en cause de tout, un peu post-68, voilà, il y a eu plein de choses de remise en cause, plein de choses nouvelles, voilà, mais entre autres ça, aussi beaucoup d'apports positifs sur les remises en cause sur la pédagogie, c'était surtout ça, sur la lecture, bon. En gros, dans ce mouvement-là, il y a des gens qui ont dit, après les travaux d'un Américain qui s'appelle Smith, alors bon, lui, il a un nom qui est quand même qui risque de passer inaperçu, mais bon, de toute façon, on va pas s'apesantir sur ce monsieur Smith, je sais plus son prénom parce on va un peu le laisser de côté, lui. Mais monsieur Smith, dans les années 60-70, explique que finalement, bah voilà, il dit toutes les méthodes traditionnelles, c'est nul, parce qu'en fait, on lit pas comme ça. On nous dit qu'il faut apprendre le b.a.-ba, les phonèmes, les sons, et puis les syllabes, tout ça, c'est nul. C'est pas comme ça qu'on lit. Et puis, il a été repris en France par des gens comme Richaudot, par exemple, qui, et comme le nom m'échappe, ça me reviendra, enfin peu importe, parce que aussi, les malheureux, on va les mettre de côté, qui sont repris par surtout Richaudot, et qui disent, mais oui, il a raison. Il a raison. Pourquoi s'ennuyer à passer par l'apprentissage des phonèmes, de découpage, alors que en fait, on lit pas comme ça. Et ils ont raison, on lit pas comme ça. Sauf que là, ce que je vous dis, où là il y a eu la confusion, c'est qu'ils ont confondu l'analyse du lecteur, ce qu'on appelle le lecteur expert, celui qui sait lire, et l'analyse de celui qui apprend à lire. Et c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Si effectivement le lecteur, comme on l'appelle lecteur expert, c'est vous, moi, c'est tous ceux qui savent lire, hein. Euh, le lecteur expert, effectivement, il ne fait plus de b.a.-ba, il suit plus avec son doigt en annonnant. Vous connaissez la formule, hein, et annonner, lire syllabe par syllabe. On lit effectivement à toute vitesse. Donc, ils ont fait des études sur les lecteurs experts en disant, regardez comment ils lisent. Ils ont mis en place, enfin, ils ont découvert des choses qui sont justes, hein, de toute façon. Par exemple, l'empan visuel. Il dit, en fait, quand on lit, notre regard, il balaye comme ça, de gauche à droite, tout en avançant un petit peu à gauche, mais beaucoup à droite, etc. L'empan visuel, c'est que notre œil, et donc notre cerveau, il sait ce qu'il a, il est en train de lire ce qu'il a en direct sur le regard, la syllabe qu'il a là, mais comme on a l'empan, plus on est bon lecteur, plus l'empan est large, et on a déjà, c'est un petit peu comme quand on conduit, on a un petit peu un temps d'avance, on conduit, mais on voit ce qui se passe à 50 mètres, à 100 mètres, on sait que ça freine sur l'autoroute un peu loin, sans vraiment le voir, mais on le sait, donc on ralentit. Bah là, c'est pareil, c'est l'idée que on... notre œil, l'empan, voit ce qui se passe, voit ce qui suit, donc il anticipe, donc il donne du sens à ce qu'il est en train de lire. Voilà. Et il montre aussi qu'effectivement, quand on lit, on déchiffre plus, on décode plus. Il suffit, il y a des tests qui ont été faits, hein, dire, voilà, vous prenez un mot, vous mettez juste une lettre ou deux du mot, et puis les autres, vous les mettez mal écrites, etc. Et on reconnaît tout de suite le mot. On dit, c'est bien la preuve que c'est pas du baba. Oui, mais c'est lecteur l'expert. Mais pour arriver là, bah, il a bien fallu qu'on passe par le décodage. Sinon, on ne peut pas devenir un bon lecteur expert qui est capable de faire ça. Effectivement, on lit beaucoup plus vite, comme ça, on reconnaît tout de suite les mots. C'est ce qu'on appelle en lecture. Alors, il y a plusieurs mots, mais ce qu'on appelle l'adressage. Ça veut dire qu'on voit le mot et on le reconnaît immédiatement. Et souvent, c'est ça, hein, on voit le début et on passe parce qu'on l'a reconnu. Mais ça veut dire qu'on l'a reconnu parce que il est ce qu'on appelle, il est dans notre lexique mental. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Donc, on le reconnaît. C'est comme quelqu'un que vous avez déjà vu des centaines de fois, eh ben, dans une foule, vous le reconnaissez immédiatement. Vous reconnaissez le visage. Et d'ailleurs, le fait que, on a tous fait l'expérience, hein, quelqu'un qu'on connaît moins, même quand on l'a devant nous, on n'arrive pas à reconnaître le visage. Par contre, quelqu'un qu'on connaît, on le reconnaît au milieu d'une foule, son visage. Et d'ailleurs, c'est pas complètement une comparaison tirée par les cheveux, c'est que justement, en revenant sur l'imagerie cérébrale, la partie du cerveau si vous avez lu le texte, c'est ce qui montre, en fait, la partie du cerveau qui est consacrée à la lecture, c'est en fait une partie du cerveau qui a été recyclée.
Ça veut dire que l'évolution a fait que on parle depuis tellement longtemps qu'il y a une partie spécifique du cerveau qui est consacrée au langage oral, mais pas pour l'écrit, parce que c'est trop récent, c'est un 1000 ans et encore, c'est même pas pour certains, c'est même pas dedans. Donc il y a la partie du cerveau en fait qui a été recyclée, c'est celle qui sert à reconnaître les visages justement. Donc c'est pas pour rien. Donc cette partie du cerveau qui a été recyclée entre guillemets par par la nature pour lire, eh ben, elle nous permet ça. Ce qui veut dire que quand on lit, effectivement, on est un lecteur expert, on va très vite parce qu'on reconnaît les mots, parce qu'ils appartiennent à notre lexique mental. Faites le test des mots archi-usuels qu'on reconnaît, mais on pose à peine le regard dessus. On l'a reconnu. On se dit, voilà, c'est comme un visage, je l'ai reconnu, je sais qui c'est. Faites le test. Je l'ai déjà fait, le test avec les étudiants pour rigoler. Je leur écris au tableau, ou je leur découpe, enfin, je ne l'écris pas devant eux, mais je leur montre, je ne sais pas moi, le nom d'un dinosaure improbable. Pas Tyrannosaure Rex, celui-là il est connu, il est déjà dans le lexique mental. Mais le nom ou d'un acide, je ne sais pas lequel, improbable, eh ben, je dis allez-y. Donc je leur montre et on l'enlève. Je le laisse une fraction de seconde, je l'enlève. Je dis c'était quoi le mot? Personne n'est capable de me le dire parce qu'il n'est pas dans le lexique mental. Donc il faut le déchiffrer, le décoder. Donc, pour revenir à ça, c'est quand ils ont fait l'analyse et quand ils en ont déduit que pour apprendre à lire, il faut apprendre à lire selon la méthode globale, c'était le terme qui était utilisé, c'est whole language en anglais, ça veut dire le langage global, voilà. On reconnaît les mots. Donc, puisque c'est comme ça qu'on lit, c'est comme ça qu'il faut apprendre à lire. Et c'était ça l'erreur. Et donc, pour pouvoir lire comme ça, effectivement, on lit comme ça, mais pour pouvoir arriver là, il faut pouvoir décoder. Parce que ce qui se passe, c'est quand les enfants apprennent à lire avec la méthode globale. C'est qu'en fait, il faut mémoriser le mot. Donc pour pouvoir lire facilement les mots, bah, il faut tous les mémoriser. Et on en revient pratiquement à ce que font les Chinois. J'ai eu confirmation avec 2 étudiantes chinoises, on parlait des logogrammes, mais c'est comme ça qu'ils font. Parce que eux, leur logogramme, c'est pas articulé sur l'oral. C'est un logogramme égale un mot. Donc ça veut dire que pour ce qu'ils appellent les caractères, un caractère égale un mot. Donc ça veut dire que pour savoir ce que veut dire tel caractère, on ne peut pas trop le déduire. En tout cas, on ne peut pas l'articuler par rapport à l'oral. Il faut le savoir. On le sait ou on ne le sait pas. Donc ça veut dire que pendant toutes les premières années de leur scolarité, ils apprennent par cœur les caractères. Et ils en ont, pour lire de façon courante, il faut qu'ils en apprennent 3000. Vous voyez ce que ça veut dire, hein. 3000, nous, les enfants, qu'est-ce qu'ils doivent retenir comme caractère, entre guillemets, c'est des lettres, et on en retient 26, voilà. Il faut qu'on mémorise 26 lettres, eux, c'est minimum 3000. Donc, ça veut dire que la lecture globale, elle ne peut fonctionner efficacement que si on est gros lecteur, qu'on a mémorisé une quantité énorme de mots, mais ça veut dire que celui qui a appris avec la lecture globale, bah, dès lors qu'il est confronté à quelque chose qu'il n'a pas en lexique mental, qu'il n'a pas vu et reconnu, bah, il a du mal à le lire. Il a du mal à le lire. Donc voilà. Donc, on sait avec cette question-là, il y a eu un gros débat. Encore une fois, ça a été biaisé pour des questions essentiellement idéologiques et des gens qui étaient censés se trouver, alors je ne vais pas entrer dans le détail politique pour pas, parce que voilà, mais des gens qui étaient censés se trouver dans le camp conservateur, en fait, se disent non, non, je suis pas du tout conservateur politiquement, mais moi, je suis pas d'accord avec cette méthode-là. Donc, c'était Moraïs et Terrail qui ont été obligés de se justifier dans les bouquins. Donc, c'est dire à quel point ça avait cette prégnance-là. C'est pour ça que ça a aussi duré peut-être un temps. Donc, tout ce qui était considéré comme méthode traditionnelle, c'était conservateur, et les autres, c'était progressiste. Donc, ça a biaisé un petit peu le débat. Euh, et avec des études qui ont été faites, maintenant, voilà, moi, je suis pas psycholinguiste, je suis pas spécialisé là-dessus, donc, mais je lis évidemment, sinon je ne serais pas là devant vous énormément sur ces questions-là. Donc, ce qui est sûr, c'est que d'innombrables études, je ne peux pas vous dire combien, mais c'est des centaines et des centaines d'études françaises, anglophones ou d'autres, des néerlandais, etc. Tout va dans le même sens. C'est bien la question du décodage qui est centrale. C'est absolument ça. Donc, la méthode dite globale, on va l'appeler comme ça pour faire court, ou le language, ou tout ce que vous voulez, celle-là, elle a prouvé qu'elle était inefficace. Voilà. Donc maintenant, en gros,
Alors, peut-être qu'il y en a encore, mais de tout ce que je lis, il n'y a plus personne qui arrive, qui défende ça, parce que toutes les études vont dans le même sens. C'est pas une question, justement, c'est pour ça que je parlais d'idéologie. C'est pas une question d'idéologie, c'est pas une question de principe, ça l'a été, ça l'a été. Mais là, maintenant, d'études, de centaines d'études. Donc il y a ce qu'on appelle on part ce qu'on appelle des méta-analyses, des gens qui font le bilan de centaines d'études et qui disent, voilà, dans quel sens ça va, tout va dans le même sens, quoi. Mais là, on a vraiment notamment avec, là où, si vous voulez, là, là, c'est indubitable. Il y a toute une série d'études psycholinguistiques. Ils ont fait mais plein d'expériences dans tous les sens. Et là où, si vous voulez, ça enfonce le clou, c'est sur la question de l'imagerie cérébrale. Là, c'est clair qu'ils voient le cerveau en train de fonctionner. Donc, ils voient bien comment ça fonctionne et ils voient bien ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc, en gros, on va dire que sur cette querelle des méthodes, elle a été tranchée, à moins que voilà, il y ait une étude qui prouve exactement le contraire. Mais pourquoi elle a été tranchée, pourquoi ça a été biaisé, c'est parce qu'on a confondu. Effectivement, le lecteur lit Blin de façon globale, le bon lecteur. Mais pour ça, c'est qu'il a dû lire beaucoup et reconnaître beaucoup de mots. C'est pour ça qu'on y arrive facilement. On trouve, par exemple, avec nos publics, pourquoi ils arrivent, le déchiffrage et le décodage posent un petit peu de problème, mais pas trop. Ça peut passer. Il y en a quelques-uns qui sont comme ça. Ça peut passer. Ils ont du mal, ça annonce un peu, ça hésite un peu, mais ils y arrivent. Ça veut dire que le décodage, il est à peu près acquis. À peu près acquis. Mais pourquoi ils ont du mal? Pourquoi ça annonce et pourquoi c'est difficile? Parce qu'en fait, comme ils ont peu lu, du fait de leurs difficultés, c'est un cercle vicieux. Comme ils ont des difficultés et ils disent peu, comme ils lisent peu, eh ben, leur lexique mental à l'écrit eh ben, est pauvre, ce qui veut dire qu'ils ne reconnaissent pas les mots, puisqu'ils les voient trop peu souvent. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont du mal. Mais c'est pas parce que ils les auraient pas mémorisés, c'est juste parce qu'ils, enfin si, ils les ont pas mémorisés parce que justement ils ont pas assez lu. Vous voyez un petit peu le truc. Donc, en gros, la méthode, elle a été tranchée. Essayez de comprendre. Euh, Peut-être s'il y a des questions, Christine, ou je n'ai pas Oh, vu. oui, oui, justement, il y a une question c'est de Patricia. Comment faire donc pour qu'une première séance avec des illettrés se passe au mieux? Et comment accrocher les personnes? Alors, j'en dirai deux mots, mais ça sera plutôt pour la suite, D'accord? ou la troisième, pas la suite d'aujourd'hui, la suite après. Mmh. C'est que, La troisième séance. voilà, c'est disons, les deux premières là-dessus. Je crois que c'est la troisième qui est prévue là-dessus, ou la quatrième, je ne sais même plus dans quel ordre. Mais en Mmh. tout cas, je consacrerai une partie complètement sur les questions d'apprentissage. Comment on fait, concrète. Voilà. Mmh. Donc, c'est pas que je veux pas répondre, hein, mais il y a plein de D'accord, choses à dire là-dessus et je d'accord. consacrerai une partie à part. Bon, donc Sur Patricia, on vous attend la prochaine fois. Je dis comme ça, je mélange le suspense. Je sais, hein. C'est pas que je veux pas répondre, hein, Oui, Patricia, oui, mais oui. OK. parce que je préfère prendre le temps là-dessus, sur comment faire et pas lancer des recettes comme ça, des trucs, Mmh. parce que sur le comment faire, nous, si vous voulez, de notre côté, c'est pas, on n'a pas de recette miracle, mais on a des bases, on sait, donc on a des projets aussi qu'on met en œuvre concrètement. Je me contente pas de dire des choses et dire il faut, il y a qu'à, etc. On essaie de construire des outils là-dessus, qui soient efficaces, quoi. OK. Bon, voilà, pour l'instant, ça c'est bon. Mais sinon donc préalablement, il y avait donc Stéphanie et puis Sarah qui avaient, mis, en fait un exemple de ce que vous étiez en train d'évoquer, concernant les points de fixation, voilà. Donc et justement sur, le champ visuel que peut avoir, l'apprenant en lecture. Ok. Il y a peut-être un truc. Après, là aussi, hein, j'y vais, comment je veux dire, ça galope un peu, mais c'est parce que le temps est court, quoi. Mais je pourrais développer, je pourrais vous montrer tout un tas de trucs, mais là, le temps est court, quoi, hein. Oui, oui, Mais, oui, mais complètement. si vous voulez
en formation d'adultes, peut-être certaines d'entre vous en tout cas moi c'était ça, je cherche le nom, il y a une méthode d'apprentissage de la lecture. D'ailleurs, il a changé de nom, apprentissage pour les adultes migrants, puis lettrés. Enfin, il prenait la même méthode, mais donc c'était déjà pas très, très clair. C'est le Gilardin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Si ça dit personne, rien à personne, c'est que bon, bah voilà, ça y est. Mais si vous regardez, peut-être ça traîne dans les quelque part. Je crois que c'est encore vendu, hein. Les méthodes d'apprentissage de la lecture de Gilardin, il pose il part exactement de ces prémices-là de la lecture globale, en fait. Il dit, et c'est même, on voit les préfaces, c'est même assez virulent. Dire, c'est vraiment trop nul ça. En fait, il dit à un moment, on apprend à lire en décodant les syllabes, les phonèmes, etc. Il dit en fait, à la fin, ils savent pas, ils comprennent rien. Il dit, c'est beaucoup de bruit pour rien du tout. Ben oui, donc il s'est un peu trompé, quoi. Parce que après, même avec des migrants, on va voir. Enfin, là, c'est pas le but du jeu, mais non, c'est pas beaucoup de bruit pour rien. C'est l'idée que on va y arriver progressivement. C'est l'idée que si on ne passe pas par le principe du décodage, on ne peut pas être autonome. Ils ne peuvent pas être autonomes. C'est ce que dit Moraïs et d'autres. On ne peut pas être autonome. Parce que si on apprend juste à mémoriser les mots qu'on voit, alors ça peut être un raccourci qu'on peut prendre. Il y avait une question qui avait été posée. On peut le faire. Et même moi, je le propose de le faire. Mais on ne peut pas le dissocier d'une approche qui passe par le décodage. C'est pas possible. Mais on peut aussi, peut-être en partie répondre à la personne, dire voilà, on peut aussi faire ça. On peut avoir des exercices, des activités qui portent sur la reconnaissance immédiate du mot, parce que nos adultes en difficulté, bah, ils ont un lexique mental, hein. Alors après, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas le même, ils n'ont pas lu les mêmes choses, voilà, ils ont des niveaux très différents, mais ils l'ont. Donc ça veut dire qu'il faut pas. Pour certains, le décodage, il est déjà acquis. On peut passer à l'étape suivante. Et là, on peut effectivement passer par l'idée que on peut utiliser directement les mots, faire des exercices, des choses comme ça. Je reviendrai là-dessus, hein, mais oui, oui, il y a plein de choses sympas à faire. Entre le fond, la démarche, c'est ce que je vous explique, entre le fond, la démarche et les modalités, c'est pas la même chose. C'est pas parce qu'on dit il faut décoder, il faut faire du phonème, une graphème, que se dit waouh, ça va être chiant, ça va être. Non, non, il y a plein de modèles. C'est pour ça qu'on fait ce Tapaléa, parce qu'on essaye d'avoir des modalités beaucoup plus attractives, plus efficaces et plus attractives. Y compris avec, pourquoi pas, de la photo. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à faire. Mais faut pas se tromper de démarche, quoi. C'est tout. Alors, qu'il est, ouais. Ouais. Donc, ça va, je suis Bon, dans les temps, c'est bon. à peu près, ouais. Donc, on est sur, voilà, sur les débats, sur la querelle, ce que j'appelle la querelle des méthodes, des anciens et des modernes, et des modernes qui sont pas forcément des modernes et des anciens qui sont pas forcément des anciens. Enfin voilà, c'était un petit peu cette idée-là. Après, pour compléter, quand je dis je vais vite, forcément je vais vite. Pour compléter, j'ai cherché avant, essayer de vous trouver un document de synthèse ou un article de synthèse qui fera un petit peu le point, le bilan. Je n'ai pas trouvé pour l'instant. Qui fasse le point objectif et qui dise voilà, donc dès qu'on a fini là, enfin, je vais continuer à chercher, essayer de trouver quelque chose qui puisse faire le bilan, la synthèse, parce que souvent c'est des travaux de spécialistes, donc ils y vont à fond et là, je veux dire, même si c'est pas votre boulot, si c'est pas votre truc directement, ça décroche quoi. Donc je perds pas de vue de toute façon. Vous trouvez quelque chose qui fasse une bonne synthèse et qui soit accessible. Voilà, donc je vous emmènerai. Donc, on a pour parler du cœur du problème, deux processus pour le processus de lecture en général et la question de l'apprentissage. En gros, c'est pour ça que je vous disais que j'essayais de trouver un document de synthèse parce que même les termes ne sont pas. Ils parlent de la même chose, mais pas forcément exactement de la même façon. Ce qui ne veut pas dire qu'ils se contredisent, hein. Alors, il y a deux voies, si vous voulez, en gros, pour la lecture. Il y a ce qu'on appelle la voie de l'adressage ou la voie directe.
adressage ou voix directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on disait sur la lecture globale. Le mot, on le voit, on le comprend, on le lit, on le comprend. Voilà. On décode pas, on découpe pas, on le voit, on le comprend, ça dure une fraction de seconde. Ça, c'est ce qu'on appelle l'adressage ou la voix directe. Et on va voir que pour les enfants notamment, parce que c'est là-dessus qu'on fait le processus, parfois ils sont là-dessus. Alors il y a d'autres termes qui viennent, bon, je vais essayer d'être le plus clair possible, parce que c'est pas forcément une synthèse qui a déjà été faite. Deuxième voie, donc c'est comment? J'oublie le mot. Euh, dites. L'assemblage, pardon. L'assemblage. Donc, l'assemblage ou voix indirecte. Donc, l'assemblage ou voix indirecte, qu'est-ce qu'on assemble? Bah, les phonèmes qu'on assemble pour faire des syllabes, les syllabes qui font des mots. Voilà. Donc, ça, c'est les deux voies principales d'accès, d'entrée dans la lecture ou de lecture. Soit on reconnaît directement, ça c'est la voie directe, l'adressage, soit l'assemblage. Bon. Maintenant, donc, c'est ce que je vous expliquais, le lecteur habile, le lecteur expert, lui, eh ben, c'est essentiellement je me trompe, l'adressage. On lit, on reconnaît immédiatement. Sinon, on lirait très lentement, ah non, non, c'est pas le cas. Pourquoi c'est possible? C'est ce que je vous ai expliqué, c'est parce que tout ça, c'est dans le lexique mental. Donc, non seulement les mots, on les a déjà vus écrits, mais en plus, on sait ce que ça veut dire. Parce que le lexique mental, c'est aussi ça, c'est le sens du mot. On le reconnaît tout de suite. Si on tombe sur un mot qu'on ne connaît pas, même si parfois on l'a déjà vu, mais on ne le connaît pas, il n'est pas dans le lexique mental, donc on peut avoir des difficultés. Mais ça veut dire que plus un lecteur est expert, plus il va lire souvent, je vais y revenir après, plus il va lire souvent et longtemps, et plus son lexique mental il va s'enrichir. Et donc plus il va être un lecteur efficace. C'est le cercle vertueux, ça. Donc ça, c'est la première chose. Après, sur la question du processus lui-même. Donc on a dit pour l'entrée, ça c'est pour le lecteur expert, on a les deux voilà. Pour l'entrée dans l'écrit, sur l'apprentissage, là c'est clair que le processus se fait forcément, alors on le voit pour les enfants qui apprennent, mais aussi pour les adultes, se fait, donc l'entrée en lecture, se fait forcément par la voie du décodage, par la voie de l'assemblage. Pourquoi? Parce que ce qui se passait, je vous l'ai dit, sur les méthodes globales, c'est qu'après, les mots qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas appris à assembler, parce qu'on n'a pas une conscience claire de la conscience phonémique, je vais en parler. On n'a pas une conscience claire de ce que sont les phonèmes, de où se trouvent les phonèmes, de comment ils s'écrivent. C'est un petit peu ce grand flou qui fait que il y a ces détracteurs de la lecture globale, et ils n'avaient pas tort, c'est ce qu'ils appellent, mais c'était aussi les promoteurs de la lecture globale qui le revendiquaient. Ils appellent ça la lecture devinette. Ça veut dire qu'ils disaient, en gros, celui qui assemble, celui qui décode, celui-là, c'est un gros bêta, c'est pas considérer les lecteurs. Il faut faire un lecteur intelligent qui fasse des hypothèses, qui réfléchisse au sens, qui réfléchisse. Oui, ok, on est d'accord sur tout ça. Mais donc, ça voulait dire qu'il n'y a pas besoin de décoder tout ça. Il suffit qu'ils réfléchissent à la phrase, au sens. Donc il faut accentuer sur le sens, la phrase, sur le discours, sur la réflexion, plutôt que sur le bête assemblage et avancer comme ça. Sauf que au bout d'un moment, à force de trop réfléchir, enfin, non, on réfléchit jamais trop, mais à force de trop poser là-dessus, on n'arrive plus, les lecteurs qui avaient appris comme ça, n'arrivaient pas véritablement à décoder, à assembler de façon efficace. Donc, en fait, il faisait des devinettes. C'était ça. Il dit, bah oui, mais c'est bien de deviner parce qu'il faut réfléchir, tout ça. Oui, mais après, il y a quand même des zones de flou où ça pose des problèmes. Parce qu'il pouvait lire un mot pour un autre, tout simplement. Ou, à force de faire trop d'hypothèses, bah, finalement, ça a un coût cognitif qui était bien supérieur. Alors que si le décodage, l'assemblage, il est acquis dès le départ, après, c'est beaucoup plus fluide. Donc, il y a une période d'apprentissage où ceux qui le préconisent, il faut que ça passe forcément par là. C'est qu'une fois
que cet apprentissage du décodage, c'est-à-dire de la correspondance, c'est ce qu'on appelle l'approche grapho-phonologique. Grapho-phonologique, c'est de l'écrit, l'oral, l'oral, l'écrit, voilà. Une fois que tout ça, c'est bien acquis, qui savent exactement comment tel graphème se prononce et comment ce qui se prononce s'écrit, voilà, en gros, c'est ça. Une fois que ça, c'est bien acquis, qu'ils ont fait tout un tas d'exercices, après, on peut y aller. Mais ce qui n'empêche pas, même, alors parfois, j'allais dire, les plus rigides sur l'approche graphophonologique. Moi, c'est ce que je vous répète, hein, moi, je dis, ça, c'est la voie qui, maintenant, est clairement identifiée. Après, il y a des façons de le faire. Il y a ceux qui, un peu comme Moraïs, bon, ou que je suis partout dans toutes ces analyses, sauf là, celui dit, l'approche graphophonologique, c'est vraiment du super rigide. C'est-à-dire il propose pendant des heures à travailler sur le phonème, la conscience phonologique, et là, on les perd, hein, les apprenants, qu'ils soient adultes ou enfants, on les perd, hein. Donc, on peut très bien associer les deux, de dire voilà, on fait un peu de voie d'adressage. Il y a des mots, je disais, qui reconnaissent tout de suite, donc on peut passer par là. Et puis rien n'empêche, encore une fois, sur les modalités, rien n'empêche de travailler le codage, le décodage de façon intelligente, de façon sympathique, et toujours, là je vais y revenir, en contextualisant. Ça veut dire que l'écrit, c'est pas simplement du code. L'écrit, c'est de l'écrit social. On écrit pour quelqu'un, on lit pour quelqu'un. C'est toujours contextualisé. Je vais arriver sur la fin. Donc, on n'est pas obligé de séparer clairement le code, le code, le code. Et puis ensuite, on passera à la compréhension. On peut faire les deux en même temps. En gros, ce que nous disent les études, c'est que c'est des formules un petit peu comme ça, mais c'est que un bon compreneur, c'est comme ça le terme qui est utilisé, un bon compreneur est forcément un bon décodeur. Mais inversement, pas forcément. Donc celui qui comprend bien, il est forcément, il a bien décodé. Par contre, le fait d'être un bon décodeur n'implique pas forcément qu'on comprenne bien tout. Je vais y revenir, on va voir pourquoi. Parce que justement, si l'écrit, c'est d'abord un code, c'est d'abord une approche graphophonologique, il faut connaître les rapports entre l'écrit et l'oral, c'est indispensable. Par contre, ça ne se réduit pas à ça. On ne peut pas faire comme si, bah, une fois que c'est fait, c'est bon, on est un bon lecteur. Bah, non, pas tout à fait. Bon, je vais essayer de vous l'expliquer. Donc, le processus d'entrée en lecture, c'est clairement l'approche graphophonologique, parce que ça permet, tout simplement, c'est pas par, je répète encore une fois, ça repose sur des centaines d'études, hein, voilà, c'est clair, net, maintenant, je veux dire, personne ne le remet véritablement en cause. Après, c'est plutôt sur les modalités, sur les équilibres entre les façons d'aborder la question, mais sur le fond, c'est ça. Donc après aussi, il faut trouver en fonction des publics qu'on a, hein. Donc, si ça, c'est acquis, après, on voit justement que la lecture, ça n'est pas que ça. Alors, en quoi ça n'est pas que ça? C'est d'abord que lire, c'est déchiffrer, décoder, je viens de vous le montrer, mais que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'écrit, c'est toujours contextualisé. Ça veut dire que l'écrit, il n'existe pas en dehors de ces manifestations concrètes. L'écrit, c'est pas un code comme une forme de code hologramme, comme ça, suspendu dans l'air, avec juste des phonèmes, des choses comme ça qui se regroupent. L'écrit, c'est forcément toujours contextualisé. Ça veut dire que ce que je veux dire, c'est en l'associant avec justement cette démarche graphophonologique qu'on est un peu moins rigide que le phonème, le phonème, le phonème. C'est que l'écrit, on part du principe, c'est toujours un document. Et ça, quand on est formateur, c'est important. L'écrit, c'est forcément un document. Donc, l'idée, c'est que si on fait du graphophonologique, vous pouvez aller voir, par exemple, on l'a fait pour les méthodes d'alphabétisation sur notre portail. On est en train de mettre au fur et à mesure sur les questions d'alphabétisation et on a dit, on va faire un travail spécifique sur cette entrée graphophonologique par les syllabes. Pour aller voir. Après, il est à compléter, il y a encore d'autres choses vont arriver. Mais on va coupler ce travail sur les syllabes, qui est le travail sur le code, forcément en l'associant ou en ne dissociant pas l'écrit de ces manifestations concrètes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un code? Je dis, on travaille avec des publics, par exemple, qui vont être en difficulté en lecture, comme vous pouvez les avoir, quel que soit le degré. Un mode un document auquel je pense, mais il y en a plein d'autres, ou deux, je vais essayer d'en prendre deux, j'anticipe un petit peu sur la suite, mais on prend par exemple une affiche.
N'importe quelle affiche. Une affiche qui parle d'un festival, d'un repas, de je sais pas quoi, quel que soit le truc. Ou une affiche, par exemple, sur la prévention, la sécurité. Bon. Cette affiche qui existe, que vous pouvez imaginer, je ne vous fais pas un machin en vous la montrant, vous pouvez l'imaginer facilement parce que je le ferai après. Je vais vous proposer sur les séquences suivantes des travaux et dire, voilà, avec ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement. Mais on peut imaginer une affiche. Une affiche, c'est quoi? C'est bien sûr des mots qui sont écrits sur l'affiche. Mais l'affiche, en tant que document, elle porte et elle apporte des informations simplement par l'endroit où elle se trouve, l'affiche. Une affiche qui se trouve à l'entrée d'une porte, à l'intérieur ou à l'extérieur, ça n'a pas le même sens parce que ce n'est pas destiné aux mêmes personnes. Ce que je montre par exemple aux étudiants, même n'importe où, une affiche, l'affiche qui va être apposée sur le mur, mais face à ceux qui se trouvent dans la pièce, c'est-à-dire moi et les étudiants, bah, ça veut dire qu'elle s'adresse à nous. Mais si cette affiche-là, elle se trouve ailleurs, bah, elle a forcément un autre sens. Donc le sens de l'écrit, il est porté par le code, je répète bien, mais il n'est pas porté que par ça. Il faut travailler sur tout ce contexte. C'est ça l'entrée en littératie. Quand je parle d'entrée en littératie, c'est pas l'entrée dans le code, c'est l'entrée dans tout cet univers-là. Donc, un document, il a une place. Est-ce que ce document écrit, cette affiche ou n'importe quoi d'autre, elle se trouve sur un panneau dans un bâtiment public? Est-ce qu'elle se trouve sur une porte, sur un mur, sur... Voilà. L'endroit où se trouve, ça donne un sens. C'est qui l'a écrit, pourquoi, comment, quelle est la nature du document, voilà. Et tout ça, ça donne des informations sur ce qui est écrit. Si vous voyez, par exemple, une affiche qui est posée sur un mur loin, vous savez, c'est trop loin pour que vous arriviez à écrire, à lire. Mais vous voyez en fonction de sa forme, de sa couleur, de sa taille, de l'endroit où il est posé, dans votre tête, donc c'est aussi le cognitif, dans votre tête, vous avez éliminé toute une infinité d'hypothèses. Ça ne peut pas être une facture. Qu'est-ce qu'une facture foutrait sur un mur à poser comme ça? Ça ne peut pas être une recette de cuisine. Quel serait l'intérêt? Ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être ça, ça ne peut pas être un article de journal. Donc forcément, en une fraction de seconde, votre cerveau, il se dit, si elle se trouve là, qu'elle a telle forme, j'arrive pas à lire, mais forcément, ça peut être, par exemple, l'annonce d'un spectacle, de quelque chose, ou d'autres, mais en tout cas, les hypothèses sont extrêmement réduites. Donc, quand vous arrivez sur la fiche que vous pouvez la lire, votre cerveau, il a déjà fait tout ça, ce tri-là. Et donc, forcément, vous savez que ça risque d'être ça. Donc, ça vous aide à comprendre le document. D'où l'intérêt, on verra quand on est sur des approches concrètes, bah, de travailler sur le document lui-même. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Sans forcément tout lire, mais s'il y a s'il y a plein de couleurs, on se dit, s'il y a plein de couleurs, c'est forcément pas un truc officiel, austère, où on nous dit de faire ci, de faire ça. Il y a des couleurs, donc je peux supposer que. Donc, il y a toute une série d'indices qui font que on ne lit pas le document de la même façon. Notre cerveau, il est déjà orienté vers la lecture de tel ou tel document. Donc voilà, par exemple, ce que ça peut être, mais j'y reviendrai, hein, j'essaierai de travailler comme ça en disant, là je vous les enverrai avant, voir comment on peut faire pour travailler tel ou tel document. Maintenant, il y a la lecture, donc c'est un document, la lecture c'est aussi un texte, mais un texte pas au sens littéraire du terme, pas au sens académique, scolaire du terme, c'est un texte dans le sens où c'est texte étymologiquement, ça veut dire tissu, en fait. C'est une imbrication. C'est-à-dire qu'un texte, quel que soit le texte, c'est pas des mots qui se suivent et qui ont un sens séparé, c'est qu'un texte, ça veut dire qu'il y a forcément, au-delà du mot, la reconnaissance du mot par l'assemblage, l'approche graphophonologique, etc., etc. Les mots sont forcément, il y a un aspect, c'est le deuxième niveau, si vous voulez, de lecture, c'est le niveau syntaxique. Alors, quand on dit syntaxe, c'est pas forcément une phrase complexe, hein, mais c'est forcément un petit bout de phrase, et des fois des plus longs bouts de phrase. C'est-à-dire qu'il faut donner du sens aux mots, en le décodant, je répète tout ça, mais il faut donner du sens aux mots, et aux mots au pluriel, en les associant les uns avec les autres. C'est comme ça qu'ils prennent du sens. C'est dans une phrase, dans un ensemble. Donc ils prennent du sens par rapport au document, sa taille, sa couleur, tout ce qu'on a vu, mais ils prennent du sens les uns par rapport aux autres dans une phrase. Et puis ensuite, ils prennent du sens les uns par rapport aux autres dans un texte un peu plus long. C'est, par exemple,
c'est ça, en fait, étymologiquement, texte, c'est trame, hein, c'est trame, tissu, c'est quelque chose qui s'entrecroise. Ils prennent du sens les uns par rapport aux autres parce que on a une organisation textuelle. Alors parfois elle est courte, hein. Dans une affiche, eh ben, on n'aura que quelques lignes peut-être, mais en tout cas il y a une organisation textuelle qui donne du sens à l'ensemble. L'organisation textuelle, c'est le fait que on ait des connecteurs, des mots des connecteurs logiques ou de toute une série de connecteurs qui donnent du sens, hein. Ça peut vouloir dire l'inverse. On a aussi toute une série de choses qu'on appelle, là, c'est plus le côté science du langage, euh, comme c'est un tissu, comme les mots se renvoient, le sens se renvoie, c'est des implicites. Ou c'est par exemple ce qu'on appelle les anaphores. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais pas l'anaphore au sens où on l'entend dans les médias. Les anaphores, c'est des reprises. Concrètement, je vais vous donner un truc. C'est des anaphores, des reprises de mots sous forme de pronoms personnels, on appelle de substitution lexicale. Je vais vous donner un exemple. J'étais une anecdote. J'étais là encore formateur et j'avais un groupe de personnes, voilà, dites en situation d'illettrisme, en assez grande difficulté en lecture, et je leur avais donné un petit texte. C'était vraiment un texte de fait divers. Alors je vous montre la taille, c'était comme ça, hein, pas plus que ça, voilà, quelques centimètres, hein, un petit truc, je sais pas combien il faisait de mots, mais un tout petit truc sur un fait divers qui s'était passé. C'était le journal local, qui s'était passé à Verdun. Le truc vraiment banal, le journaliste écrit et dit voilà, il parlait en fait, il raconte enfin pas l'histoire, mais il relate en fait une rixe dans un couple. Donc ce couple s'était engueulé, avait commencé un peu à en arriver aux mains, et puis ils étaient arrivés jusque dans la rue voilà, en s'insultant, en se tapant dessus. Bon voilà, le journaliste nous raconte ça. Donc c'est un couple, hein. Et donc, mes apprenants lisent avec un peu de mal, ils décodaient, mais ils y arrivaient. Mais ils lisent avec un peu de mal quand même ce petit texte qui n'était pas très compliqué. Et au bout du compte, je leur pose la question à oral, hein, c'était juste comme ça, euh, de savoir combien ils étaient. Je dis, enfin, qui c'était? Voilà, j'avais posé la question comme ça, qui c'était? Il dit, ouais, c'était une bagarre générale. Je dis, comment ça, une bagarre générale? Mais je dis non. Puis qui c'était? Puis combien ils étaient? Oh, je sais pas combien, mais ils se sont tapés dessus. Oh, mais je dis, mais comment? Et puis deux, hein, qui m'ont dit la même chose. Je dis, mais comment vous arrivez à comprendre ça? Je commence à une bagarre générale. Et en fin de compte, en allant gratter un petit peu leur façon, donc j'ai revu le texte avec eux, mais en fin de compte, ce qui les avait embrouillés, c'est que le journaliste, j'ai compté après, sur le petit article, hein, mais écrit vraiment normalement, il n'y avait rien d'exceptionnel, mais le journaliste, lui, pour pas se répéter, bah, il a dit le couple, l'homme, la femme, et puis un coup, c'était un qui avait tapé sur l'autre, donc en fait, c'était l'homme, la victime. Donc la victime, il, elle, et puis j'avais compté 7 fois. Dans un petit article, un des deux, il y avait 7 façons différentes de parler de lui. Et ben donc ils ont vu une bagarre générale. Parce qu'en fait, dans la lecture du fait divers, ils avaient du mal à suivre, donc ils ont eu du mal à reconstituer ce fil, ce fil anaphorique, en fait, c'est ça, et ils ne savaient plus qui était qui, tout simplement. Donc, la question de la lecture, une fois eux savaient à peu près décoder, ils avaient un peu de mal quand même, hein, mais ils y arrivaient. Une fois qu'on a passé ce cap-là, après, vous voyez qu'on on n'est pas au bout. Et donc, ça veut dire aussi que quand on travaille sur la lecture notamment, bah, il faut penser aussi, ça j'y reviendrai pour les fois suivantes, essayer d'associer ça justement à ce qu'on appelle, nous, des écrits authentiques ou des documents authentiques, pas des trucs fabriqués, parce que c'est ça, le fait divers, il était vraiment archi banal, hein, l'affiche, il la voit tous les jours, voilà, on essaie, ou alors des choses vraiment très réalistes, pour travailler là-dessus. Dernière chose, je crois qu'on a encore, ouais, peut-être je l'évoquerai parce que j'y reviendrai peut-être après, enfin c'est même sûr, encore une fois je fais du tuilage, hein, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit les fois d'avant, comme ça on essaye de ne pas se disperser. Dernière chose, c'est sur la question de l'écriture. J'ai parlé tout le long de la lecture. À dire, bah oui, mais l'écriture. Alors, personne ne m'a posé la question, ou alors je ne l'ai pas vu, mais la question de l'écriture, parce que on verra sur les dernières fois, j'analyserai des productions écrites. La question de l'écriture, c'est une question en fait qui est liée à la lecture. C'est pas deux choses séparées. C'est que d'abord, pour essayer de faire court, c'est que l'écriture,
on va considérer ça, comment dire, un objectif et un moyen en même temps. Un objectif parce que l'écriture, c'est de la production écrite et pas forcément de l'expression écrite, parce que dès qu'on est dans l'expression écrite, on a un peu tendance avec le tropisme littéraire, bel écrit, belle littérature, à passer dans l'expression de soi, etc. Non, produire de l'écrit, pour les publics qui nous intéressent, c'est envoyer un texto, envoyer un mail, voilà. Et encore une fois, je reviendrai, hein, c'est pas qu'on reste là au degré zéro, mais sauf qu'il faut les prendre là où ils sont pour pouvoir les faire monter éventuellement. Mais c'est ça, les productions écrites. Donc c'est un objectif, en le sens où il faut qu'il puisse produire de l'écrit, pas qu'il soit normé, sans faute, parce que c'est un petit peu illusoire avec, au moins au début, mais qu'il puisse avoir du sens, que l'autre puisse comprendre. Et si on travaille justement sur des SMS ou des réseaux, des choses comme ça peut mettre, on verra, ça peut les mettre en situation de façon sympathique, quoi. Plutôt que d'écrire des pages, des trucs qui n'ont pas d'intérêt, raconter votre week-end, enfin, ils peuvent pas le faire, mais vous voyez, on peut faire des trucs sympas là-dessus. Mais l'écriture, c'est aussi un moyen. Ça veut dire qu'en fait, en psycholinguistique, se sont rendu compte que il y avait aussi un moment, dans ce mouvement-là, où on disait qu'il fallait pas écrire. Ça servait à rien, en fait, de recopier des trucs. Eh bien si, on s'est rendu compte que si, ça servait à rien de recopier. Si, ça sert, parce que là aussi, les travaux en imagerie cérébrale et en psychocognitive ont montré que ça servait. Ça veut dire que, par exemple, on s'est dit, même moi le premier, hein, j'avais eu tendance à se dire, à quoi ça sert de les faire écrire à la main? Ils ont le téléphone, ils ont le clavier, ils peuvent le faire. Donc passons directement à ça. Ça pouvait se justifier. Sauf que, on peut le faire, hein, parce qu'ils auront à le faire. Donc il faut qu'on apprenne à le faire. Sauf que les mécanismes psychologiques et l'apprentissage à la main est différent du clavier. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de tracer des lettres et de tracer des mots, eh ben, ça permet d'apprendre aussi à lire. Parce que c'est la vitesse qui correspond. Le fait de tracer la lettre, ça veut dire qu'on mémorise la lettre en même temps, même si elle n'a pas la même forme que typographique. Donc en fait, le fait d'écrire apprend à lire en même temps. Il y a une interaction entre les deux. Il y a une interaction aussi parce que le fait, vous verrez, on analysera des productions, le fait d'écrire, eh ben, ça contraint à séparer les mots, à organiser, à réfléchir. Donc en écrivant, eh ben, on réfléchit aussi sur la langue. On se dit, comment je l'écris ça? Par exemple, voilà, est-ce que je sépare ce mot-là de l'autre? Mais si je dois le séparer, est-ce que je le sépare? Mais pour quelle raison je le sépare? Donc, qu'est-ce que c'est que ce mot? Sans mettre forcément de la grammaire là-dessus avec une métalangue compliquée, mais simplement pourquoi je le sépare? Et après, on verra comment on peut le faire, hein. Si je le sépare ou si, par exemple, je dois mettre un X ou je dois mettre un S, il y a une raison pour laquelle je le fais. Et pourquoi je le fais là et pas là. Donc, ce travail d'écriture, en fait, si on l'utilise à la fois comme un objectif, mais aussi comme un moyen, il peut être extrêmement productif pour la lecture. Parce qu'en fait, c'est aussi un moyen de réfléchir. C'est ce que je boucle la boucle, mais c'est un moyen pour revenir au point de départ, l'oral, l'écrit. L'écrit, à la différence de la lecture, si vous voulez, c'est que vous passez de l'écrit vers l'oral. On, on lit et on s'entend, au moins dans la tête. On passe de l'écrit à une version orale. L'écrit, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on doit dire quelque chose, on s'entend dire le mot, maintenant il faut le passer à l'écrit. Mais le travail de l'un à l'autre, on le fait dans les deux sens, hein. Donc l'un épaule l'autre. Ça, c'est en psycholinguistique, c'est ce que une chercheuse mexicaine avait dit, et elle s'appelle Emilia Ferrero, elle a dit ça depuis très longtemps. Elle a montré que le processus, en fait, ça s'enrichissait. Le fait d'écrire, apprenez à lire et apprenez à réfléchir sur la langue. Après, il y a d'autres études plus récentes sur l'histoire des claviers, sur toutes ces histoires-là, qui montrent aussi que eh ben, c'est très profitable. Alors après, là, je vais m'arrêter là, je crois que je suis au bout, euh, au moins sur les questions. Et sur tout ça, je vous dis encore une fois, je vais vite, mais s'il y a des questions après, de toute façon, je ferai le tuilage, je reviendrai, je vous dirai voilà ce qu'on avait fait concrètement, si on analyse des choses, des productions, je vous montrerai concrètement ce que ça veut dire, quoi. Ok. Donc Patricia disait qu'elle était tout à fait d'accord, hein, qu'elle pense que cela permet d'enregistrer, d'intégrer, de tracer ce qu'ils ont pu lire, et mieux que prendre une photo, effectivement. Donc c'est complémentaire. Oui.
Parce que parfait. le fait, le tracé, la lenteur du tracé fait que ça imprime mieux, quoi, au sens presque propre dans le cerveau. Mais je pense que d'ailleurs, la dernière fois, vous aviez même donné un exemple quand on entend pour la première fois un mot qu'on n'a pas identifié, enfin, Oui, effectivement, donc on fait le lien, effectivement, si c'est dans notre cerveau ou pas, enfin, dans nos réserves, et en fait, on va chercher à l'écrire pour, du coup, voilà. renvoyer ça aussi dans le cerveau. Mhm. On le demande à l'incrit parce que nous, on est déjà, nous, on n'est plus en phase d'apprentissage, mais nous, on Non, a un besoin impératif, c'est-à-dire qu'il faut l'imprimer au voilà, sens propre oui, là, sur le papier mhm, ou ailleurs, et l'imprimer dans le cerveau. Et ok. une fois qu'on l'a vu écrit, on l'imprime dans les deux sens du terme Mhm, beaucoup plus facilement. mhm, tout à Donc fait, c'est ce qu'on peut faire avec des apprenants, ouais, qui l'impriment aussi. tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Caroline, vous aviez posé, enfin, vous aviez mis quelque chose, Caroline Janssen, mais je ne sais pas trop si vous aviez eu la réponse à la question ou pas. C'était juste pour le terme de la voix indirecte. J'avais vu que c'était aussi appelé la voix phonologique. La voix indirecte, Oui, oui, même c'était aussi dit la voix phonologique. Du coup, graphophonologique. graphophonologique. D'accord, Ouais. merci. L'approche ou le graphophonologique, parce qu'il ne faut pas oublier l'autre, c'est grapho, ça veut dire de l'écrit vers l'oral, Hmm. ou inversement, hein, ça marche aussi dans les deux sens. Graphophonologique, ouais. Merci. Merci. Je ne sais, non, ben, pour Euh, l'instant, Pardon. Oui, oui, allez-y. un petit témoignage. Ça fait beaucoup de bien d'entendre ce que vous dites. J'ai été professeur, enfin, instite, puis professeur des écoles longtemps, et j'ai vu les dégâts de la méthode globale qui était imposée par certains inspecteurs. On cachait les albums de travail en graphophonologie parce que c'était évident que c'est ce qui marche avec tous les enfants, que seuls les meilleurs arrivent en global parce qu'ils Ah arrivent à oui, tirer les règles. Donc, les enfants lambda, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Et on était obligé de cacher ah le oui, travail qu'on faisait pour les inspections parce que sinon, on était descendu parce qu'ils ne voyaient que par la méthode globale. Ça, c'était dans les années 2000. 2000 encore. Oui, 2000 encore. C'est pour ça, quand vous dites années 80, moi, c'était début année 2000. Donc, ça fait du bien d'entendre que ce qu'on Hmm. savait d'expérience a vraiment été prouvé par les recherches. Ah Voilà. oui, parce que c'était encore, oui, ça a monté dans les années 60, 70, 80, et puis après, il y a comme une forme d'inertie. Après, il y a eu le débat, encore une fois, qui a été pollué par les questions idéologiques, politiques, où tout le monde croyait retrouver son camp en fin de fonction, alors que c'était pas le cas. Et maintenant, là, c'est clair, quoi. Je veux dire, ça a poussé tellement fort que maintenant, c'est indubitable. Mais ça, c'est pas une question, une victoire idéologique, c'est vraiment parce que ça repose sur des centaines d'études scientifiques. C'est indubitable. Oui. Mais par la pratique, c'était évident pour tout Ah enseignant oui, qui fait ah oui, attention à ce qui se passe pour les enfants. Et les exactement. orthophonistes ont beaucoup, enfin, ça a donné beaucoup de travail aux orthophonistes, alors que avec une méthode syllabique, il n'y aurait pas eu de problème pour la majorité des enfants. Oui, 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 tout à fait, oui, tout à fait. Là où mais bon, ça ne nous concerne pas directement, mais là où on ne peut pas l'adopter directement comme ça, c'est avec des migrants, parce que c'est pas leur langue première. Mais là, c'est ceux dont on parle, où c'est efficace, c'est pour ceux qui apprennent à écrire, enfin à lire et à écrire leur propre langue. Vous parlez des études de Moraïs, des lusophones qui apprennent à lire le portugais, des francophones qui apprennent à lire le français. Pour d'autres, c'est pas aussi. Ça serait la voie idéale, mais c'est plus compliqué, c'est ça. Mais le principe elle-même, c'est pour ça que j'ai commencé par là. À partir du moment où il s'agit d'une écriture de type alphabétique, il y a en principe pas d'autre solution. Mais ça a été voilà, pendant plusieurs décennies. Ouais. Si vous me dites c'est jusqu'aux années 2000, je pensais pas que c'était aussi tard que ça, et enfin aussi fort, quoi, où il y avait une pression comme ça. Mais bon, voilà. Et donc, bien, en fait, merci, hein, Colette. Et donc, je continue sur les échanges des personnes. Annabelle a dit qu'elle a appris à lire en 90 avec une méthode globale et quelques semaines d'orthophonie derrière. Ouais, Bon.
Bah oui. Et effectivement, on peut constater que bon, parfois, cela rend un certain nombre de personnes avec un niveau, d'écrit et de lecture, plus ou moins bas parce que, bon, c'est une acquisition pas aussi évidente que ça. Et ce que je me souviens plus du prénom qui disait qu'en fait, ça peut favoriser, c'est bien, c'est pratique pour ceux, enfin c'est pratique, c'est facile pour ceux qui sont dans un milieu familial où ça favorise, parce Mmh. que bah, ils vont lire beaucoup, les parents vont être là, alors que pour les autres justement, donc c'est aussi une forme d'inégalité, la méthode globale. Alors, peut-être que ceux qui l'apprenaient justement faisaient partie de ces milieux privilégiés au moins intellectuellement, mais effectivement, on a montré, c'est ce que vous dites, Mmh. que ça désavantageait les enfants des catégories populaires. Effectivement et donc, Ça, Odate dit que, vous permettez de nous représenter les nombreuses difficultés à surmonter pour parvenir à lire et à comprendre ce que l'on dit. Donc, ouais, ouais, donc Isabelle, oui, donc si les parents n'étaient pas derrière pour réapprendre, voilà, ben, à lire aux enfants, ils se retrouveraient sur la touche. Ouais, effectivement. exactement. Parce qu'il y avait effectivement, eux, ils apprenaient, ils mémorisaient des trucs, mais après, si les parents se rendaient compte, bah, eux, ils faisaient le travail Mmh. du grapho-phonologique derrière, hein. Ouais, ouais, Et ouais. puis voilà. Mmh. Vous Bah, moi pouvez, j'étais pardon, si ça vous ah, intéresse, vous pouvez regarder, ça se passait sur la région d'Alençon, par exemple. OK. Mm. Ouais. Mais ça a dû se passer dans beaucoup de régions. Oui, je pense, oui. Mmh. Mais je ne savais pas, encore une fois. Faudrait que parce que c'est pas, je connais moins l'éducation nationale, enfin, savoir un petit peu sous ces mouvements-là, mais je pensais quand même pas que c'était aussi fort. Enfin, je veux dire qu'il y avait au point de les cacher jusqu'aux années 2000. Je pensais que c'était arrêté habituellement dans les années 90. Bon, on lui dit ça, ok, c'est la suite, mais bon. Et même un peu plus tard, puisque moi j'ai quitté en 2006 et ça, c'était encore comme ça. Donc, Mh. Ah ouais. Ouais, ouais. OK. Y a-t-il d'autres questions? Dans tous les cas, moi, Christine, Mmh. s'ils n'ont pas de questions là, je peux y répondre après, si je Oui, oui, peux, ou donc même n'hésitez là, pas. la fois Ouais. d'après, il n'y a pas de souci, hein. D'accord, donc en fait ceci, bon, dans le temps où vous avez, des questions, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Moi je les fais, transmettre, enfin je vais les transmettre à Hervé qui y répondra. Donc, pour les prochaines sessions, donc on attend le calendrier d'Hervé qu'il va recevoir pour, donc pouvoir fixer ça et donc, on vous, communiquera les prochaines dates des 2 dernières conférences. Donc, voilà. Et donc moi je vous, transmettrai, bien sûr, le replay, hein et je ne sais pas si Hervé, vous avez des documents à nous fournir, d'ici Bah, là? c'est ce que j'allais vous dire. Pour le Ouais, coup, à moins que je trouve, pour l'instant, non. Mais d'accord. si j'en ai, ça serait pour la fois suivante, pour Mmh. préparer quand j'aurai. Oui, Sinon, c'est ce que je vous disais, si je trouve un article de synthèse, parce que c'est quand même souvent du pointu, fouillé, donc si on n'est pas dedans, il faut s'y retrouver. Un article de synthèse bien fait sur tout ce que je vous ai dit sur les méthodes. Voilà, l'assemblage avec les termes. Voilà. Pour l'instant, je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore. Je l'avais presque sous la main, j'en avais trouvé un. Je dis, ah tiens, celui-là, ce serait bien. Et puis, bon, c'était quand même après assez technique et tout. Je dis, bon, bah là, mmh, ça va pas les embrouiller. d'accord. OK, Donc, Juste, si je le trouve, je vous l'envoie. parfait. juste si vous avez le lien sur le documentaire dont vous avez parlé en tout début de Ah conférence, oui, 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 c'est ça juste, c'est serait juste. passionnant. Merci Ça, oui. Caroline. Oui, j'ai bien retenu naissance de l'écriture, ça doit être passionnant à Ouais, regarder. alors soit il y a le lien, jusqu'à récemment, parce que je le transmets régulièrement, jusqu'à récemment, il y avait les 3 documentaires, soit il n'y a pas le lien, dans ce cas-là, Christine, je vous envoie via le WeTransfer de l'université, il s'appelle pas comme ça, mais c'est le Philex de l'université, parce que je l'ai téléchargé, le documentaire. Donc, Il est sur YouTube ou non, ouais, c'est ouais, 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 d'accord. c'est, comment, sur... dès que j'ai terminé, ça y est, j'ai noté. J'envoie le lien à Christine.
Si je le D'accord. trouve, après, vous Voilà. pouvez le télécharger si vous voulez. Voilà. Si je le retrouve, je vous l'envoie tout de suite. Parce qu'il est Merci beaucoup. vraiment, déjà, il Ok. est pour la culture personnelle, il est vraiment super bien fait, très, très didactique, très, voilà, vous comprenez ce que c'est que le principe alphabétique et tout ça. D'accord. Bah, merci beaucoup. Ok. Bien, donc nous arrivons à la fin de la deuxième séance. Bien, merci beaucoup Hervé pour donc tous ces apports et surtout les illustrations que vous nous avez pu nous apporter. Eh ben, je vous en prie, c'était un plaisir, même à distance. C'était passionnant, encore une fois. Merci. Merci. Oui, merci. Merci à Merci. tous, merci donc à tous les participants et puis aussi pour toutes les questions. Donc, je vous donne rendez-vous très bientôt. Hein, donc, je vous communique au plus vite. Donc, dès que nous avons fixé les dates avec Hervé pour les prochaines séances. Et puis, donc, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin d'année. Hein. On ne sait pas encore Oui, maintenant, mais bon, voilà. On y arrive. Voilà. Et puis, Oui. n'hésitez pas à me questionner si vous avez des besoins quelconques. Hein, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Pas de souci. Merci à tous. Merci, bonne merci, au journée. revoir. Bonne journée. Au À revoir. bientôt, au revoir.